Oui, donc bonsoir à tous, merci de m'inviter. Donc, je suis donc Philippe Grégoire, agriculteur auprès d'Angers dans le Maine-et-Loire, producteur de lait jusqu'à l'année dernière, et là je fais maintenant de la viande bovine avec du fourrage, de la vente de fourrage. Ma ferme est toute en herbe. Je suis en total herbe depuis, on va dire, 2017, en gros. Avant, je faisais des cultures, moi aussi, maïs, blé, tout ça. Et on a convergé vers l'agriculture biologique à partir de 2015. Voilà. Et donc, la structure comportait moi, mon épouse et puis un salarié temps plein. Et après, quand on a convergé vers une diminution de la production laitière et l'arrêt de la production laitière, on n'a pas gardé le salarié. Donc aujourd'hui, c'est moi et mon épouse sur l'exploitation, donc près d'Angers, en donc polyculture élevage. Et donc j'ai participé moi, alors syndicalement, je suis pas syndiqué. J'avais été syndiqué étant jeune 3-4 ans au départ à la FNSEA. Et puis je suis plus syndiqué depuis 1993 ou 14. Et donc, je ne suis pas syndiqué. Par contre, j'ai participé au dialogue dans les ministères sous Bruno Le Maire avec Sarkozy à l'époque et sous Stéphane Le Foll avec gouvernement Hollande à travers l'association des producteurs de lait indépendants, les greffes du lait des années 2009, puisque j'ai été vice-président de l'appli nationale, Association des producteurs de lait indépendants. Donc, on était rentré dans les ministères avec l'aide de la Confédération paysanne et de la coordination rurale à l'époque, contre la FNSEA, quoi. Voilà, de l'époque. Et donc, je suis toujours militant indépendant. Et puis, à côté, on a une association à qui je donne un coup de main qui s'appelle le SAMU social agricole national. Voilà. Le SAMU social agricole national, il a été créé en 2000 dans le Gers. Il faisait que quelques départements à l'époque. Et on l'a étendu au national à partir de 2020. Pendant la crise là, du Covid, il a démarré là, parce que les premières assemblées générales, on les faisait en visioconférence. Donc il a démarré là, au niveau national. On vient en aide aux agriculteurs en difficulté. Voilà. Après, on a un avocat, on a des juristes qui travaillent pour nous, des experts en bâtiment, etc. Après, on a des prestataires qui viennent nous donner un coup de main. Voilà. Oui, oui, oui. C'est beaucoup, la plupart des dossiers, c'est des agriculteurs en difficulté, hein. Il y a quelques conflits de voisinage, mais c'est minime. C'est des agriculteurs en difficulté. Le problème, c'est qu'il appelle, souvent, le problème, c'est qu'il appelle le 31-12 pour les gens attendent au dernier moment. Mais bon, ça, c'est autre chose. Ah ben, le constat, il est que si on en est arrivé là, alors c'est lié sur le syndicat FNSEA a une grande part de responsabilité là-dedans, dans la mesure où il a été créé après la guerre en 46, hein, et à partir de 59, il y a eu un fait majeur dont personne ne parle, c'est que la FNSEA, il y avait 27 FNSEA en Europe, hein, à l'époque déjà, hein, et la FNSEA, elle a fait un mariage, elle s'est mariée en 1959 avec la coopération agricole, avec toutes les coopératives en Europe. Et ça s'appelle le COPA-COGECA. Le COPA, c'est les 27 FNSEA, et le COGECA, c'est toutes les coopératives européennes. Donc, ils se sont mariés en 59. C'est là qu'il y a eu la scission et est né le syndicat MODEF, Mouvement de défense des exploitations familiaux, proche du Parti communiste, qui avait été aidé à l'époque par Jean-Baptiste Doumingue, le milliardaire rouge. Et ensuite, c'est créé les paysans travailleurs, les travailleurs paysans qui ont formé la Confédération paysanne, et la coordination rurale, elle est née en 1992, mais elle a repris les statuts, elle est née de la FFA, Fédération française de l'agriculture, qui existait déjà dans les années 75-80. Voilà. Et donc, ce mariage avec les coopératives, en 59, fait que le syndicat FNSEA, que j'appelle la France Nouvelle sans exploitants agricoles, et en fait, n'est pas un syndicat agricole, à mon sens,
c'est le syndicat de l'industrie agroalimentaire, puisqu'à travers les plateformes qu'ils ont à travers le monde, à travers Unigrain, le groupe Avril et Invivo, bah c'est des multinationales mondialisées, mais ce n'est plus un syndicat qui représente le monde agricole. Et le fait qu'il y ait cette cogestion avec l'agroalimentaire fait que, à la sortie de la guerre, tous les paysans étaient réunis à la FNSEA, pratiquement tout le monde était adhérent à la FNSEA, hein. Entre les années 46 et même jusqu'aux années 70, il n'y avait pas beaucoup de gens qui n'étaient pas adhérents à la FNSEA, hein. Et c'était donc un contre-pouvoir, et au fil du temps, c'est devenu un co-gérant du pouvoir, donc des politiques, et co-gérant bien sûr de l'agroalimentaire, parce que c'est eux-mêmes, ils représentent eux-mêmes l'agroalimentaire. C'est-à-dire que les présidents de coopératives sont les présidents de syndicats. Donc il n'y a pas d'interface entre le producteur, qui doit être indépendant et qui devrait pouvoir facturer au juste prix sa marchandise. Il n'y a pas d'interface entre le producteur, qui est représenté par la FNSEA, et l'industrie agroalimentaire, puisque c'est les mêmes personnes. Donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, sur 90 milliards d'euros du chiffre d'affaires de la ferme France, il n'y a que 3 milliards d'euros où les agriculteurs ont la main, c'est-à-dire c'est eux-mêmes qui rédigent la facture. Sinon, la facture, quand on vend des produits, quand on produit des denrées agricoles, des canards, des cochons, des lapins, des céréales, peu importe, c'est l'acheteur, la coopérative ou la structure privée qui fait la facture. C'est eux qui gèrent les volumes, les importations, les exportations, les vides sanitaires, et c'est eux qui rédigent la facture, sur bien sûr la base d'un marché mondialisé, d'une économie ultralibérale qui s'est accélérée à partir des années Reagan-Thatcher, des années 80. Ça s'est accéléré à partir de là, c'était démarré avant. Mais avant, il y avait la préférence communautaire, il y avait quelques outils de régulation qui temporisaient, mais après, c'est parti à grande vitesse, et maintenant, on est vers une extermination importante du monde de paysans, puisqu'on était plusieurs millions à la sortie de la guerre, et là, on est environ 400 000 agriculteurs et 285 000 exploitations à peu près, c'est tout. Et on a un endettement moyen de 260 000 euros par exploitation, avec un âge de 51 ans et 4 mois, alors que dans les années 80, on avait un endettement que de 50 000 euros par exploitation. Aujourd'hui, on est à 260 000 euros d'endettement moyen. Donc, tout ça, pour le résumer, si je le résumais vite fait, la cause de la crise agricole, alors bien sûr, c'est les traités de libre-échange, mais pas que, hein. Ce qui est produit en France, transformé en France et consommé en France, on n'a pas de marge non plus. J'ai fait un tableau que je pourrais vous faire passer. Sur 100 euros de produits alimentaires que les consommateurs qui m'écoutent ce soir, quand vous faites vos courses, sur 100 euros TTC, on arrive à une répartition, donc comme c'est du TTC, dans la grille avec 5,21 de TVA, hein, les outils de transformation, l'agroalimentaire prend un peu plus de 30%, ce qui contrôle une partie de la logistique. La grande distribution, pareil, entre 35 et 37%. Il y a des produits, les intrants, les phytos, 3,5%, hein, 1,5% d'investissement, 9% pour le stockage, et l'agriculteur, lui, sur 100 euros TTC, en marge nette, il lui revient 4,50 €. Donc, tant qu'on sera à 4,50 € sur un caddie de 100 euros TTC, c'est-à-dire moins que le taux de TVA de l'État, le plus bas, qui est à 5,5, tant qu'on sera à 4,50 €, on peut passer notre temps à discuter de la loi du plomb, des bassines, d'Ursula von der Leyen, d'Emmanuel Macron, des écolos. On perd notre temps, on fait diversion. Tant qu'il n'y a pas de répartition de la valeur ajoutée dans ces filières agricoles, on ne pourra pas y arriver, et les paysans continueront de se suicider. C'est tout. Alors, les pratiques agricoles. Alors, bon, ce qui est indispensable, c'est de ramener du revenu. Il faut que tout le monde comprenne que le problème central du monde agricole, contrairement à ce qui est véhiculé par les médias, c'est le revenu. Hein, c'est pas
on fait diversion avec les normes, les pratiques agricoles et tout ça. Alors, les normes, oui, on peut. Alors, déjà, les normes, il faut les rééquilibrer sur qui? Sur nous ou sur les moins-disants sociales et environnementales qui sont au Brésil, en Nouvelle-Zélande ou ailleurs? C'est pas sûr. On n'a peut-être pas intérêt à baisser en gamme. Peut-être qu'il faut annuler certaines normes qui n'ont pas de sens, trouver quelque chose qui va dans le bon sens. Mais les normes, on en a besoin à condition qu'elles ne soient pas démesurées. Mais les normes, elles existent dans tous les métiers. Simplement, tous les métiers, le bâtiment, tout le monde a des normes, ils répercutent sur la facture. Sauf que nous, on ne peut pas le répercuter sur la facture puisque c'est nous-mêmes, on rédige pas notre facture. Alors, le problème, il est encore plus simple que ça. Après, les pratiques agricoles, la loi du plomb et tout ça, on a la réponse à ça. Le problème, c'est qu'on est parti dans un modèle agricole industrialisé où on nous a demandé toujours de travailler plus, de produire plus pour gagner moins. Voilà. On a intensifié les exploitations agricoles, hein, on a fait endetter les gens. Quelqu'un aujourd'hui qui a 100 vaches laitières gagne moins d'argent que quand il en avait 30 il y a 40 ans. Mon grand-père a élevé une famille de 5 enfants avec 5 hectares et 5 vaches. Il a arrêté en 1953, mon grand-père. 5 hectares, 5 vaches, 5 enfants. Mon père, pareil, a eu 5 enfants. Il a élevé une famille de 5 enfants avec 38 hectares de 1953 à 1988. Moi, j'ai pris en 1988, j'ai 2 enfants, et avec 150 hectares, je vais peut-être réussir à faire crever ma famille. Donc, on a fait des gains de productivité énormes. Moi, je produis 30 ou 40 fois plus que mon grand-père, hein, qui avait 5 vaches. Hein, parce que pendant un moment, nous, alors là, on a arrêté le lait. Mais avant, on avait 100 vaches laitières, comme on était 3. Moi, ma femme et un salarié temps plein. Donc, on avait l'équivalent de, on va dire, 33 vaches par associé, quoi, quelque part. Bon. Mais après, je faisais des cultures, moi. Je faisais pas que ça par rapport à mon père et mon grand-père. Je vendais du blé. J'ai fait jusqu'à 60 hectares de blé. Je faisais 30 hectares de maïs. Donc, voilà. Bon. Eh bien, en euros constants, on gagne moins d'argent que gagnait mon père, avec un endettement bien supérieur. Parce qu'en fait, tous les gains de productivité qu'on a fait, ils sont tombés dans les mains de l'agroalimentaire et des centrales d'achat. Donc, on a travaillé plus pour gagner moins. On s'est endetté. Alors, la différence qu'il y a avec avant, si on veut être tout à fait honnête, on travaille dans de bien meilleures conditions. C'est pas comparable. Avant, le travail était physique, c'était beaucoup manuel, c'était pas toujours très agréable. Il y avait des boulots durs dans nos exploitations agricoles, dans l'élevage, dans le maraîchage, tout ça, très physique. C'est de moins en moins physique. On a du matériel, on a des tracteurs modernes, on a dans la vigne, on les prétailleuses, il y a des machines pour arracher les légumes, c'est beaucoup automatisé. Ça, c'est un plus. Faut dire que c'est un plus. L'agriculteur travaille dans de bonnes conditions, dans de meilleures conditions. On a la climatisation dans les tracteurs, on a des conditions de travail qui se sont énormément améliorées. Par contre, on a une charge mentale énorme qu'avaient pas nos parents. Une charge mentale énorme à cause des 4,50 € parce que globalement, on est à 1 000 €. Sur une carrière, sans accident, on est à 1 000 €. On tourne à 1 000 € de salaire pour, bien sûr, entre 60 et 80 heures semaine, mais ça, on le sait, on est des indépendants. Le problème, c'est pas les heures de travail, le problème, c'est les 1 000 €. Parce que à l'instant où je parle, 82% des paysans gagnent moins du SMIC brut et 18% gagnent plus du SMIC brut, plus de 2000, plus de 2500 € même. Alors, bizarrement, quand on fait les croisées de données de la MSA et de l'INSEE, ceux qui gagnent plus de 2500 et plus de 3000 €, et c'est bien, c'est une bonne nouvelle, il faut que les gens gagnent de l'argent, c'est important, ce sont des gens, souvent des viticulteurs, qui font 3 métiers, la vinification, la production, la vinification, et le troisième métier qu'ils font, c'est le commerce. C'est la casquette de commerçant qui rapporte. Hein, ils mettent en bouteille, ils vendent eux-mêmes. On retrouve, pareil, des gens qui gagnent 2500, 3000 € par mois et plus, des producteurs de lait
qui transforment, qui font des yaourts, des fromages, où on retrouve ça dans les appellations. Le comté, le comté, le Beaufort. Non, tout à fait. Pour l'agriculteur, oui, c'est ça. Oui, oui. On est à 69 hectares à peu près en moyenne aujourd'hui par exploitation. Oui, c'est ça. Ah oui, oui, c'est ça. Alors, sur les normes, alors les normes, soit on rémunère les paysans et les normes, ben, ils vont les prendre, ils vont les accepter. C'est comme l'administratif. Beaucoup d'indépendants ont une secrétaire à plein temps ou à mi-temps. Donc, le problème de l'administratif, on peut le gérer. Il suffit d'embaucher une secrétaire à plein temps et à mi-temps. Mais pour ça, il ne faut pas avoir 4,50 € pour que les gens soient quand même se mettent un peu dans la tête de ce que ça représente. Quand on dit c'est énorme la paperasserie, les normes et tout, la comptabilité, on n'y est pas tous les jours, c'est pas vrai. Tout est informatisé, on fait tout sur les téléphones aujourd'hui. Voilà, le coût des services extérieurs, comptabilité compris, sur une exploitation même de 200-300 hectares, la déclaration PAC et le suivi des cultures, les plans de fumure et tout ça, je vais arrondir, hein, je vais exagérer, comme ça je vais tout couvrir. Avec 1 000 €, on fait tout dans l'année. Et j'exagère. 1 000 €, je couvre largement. À 800 € ça passe. La comptabilité, souvent les gens ont un comptable, allez, ils vont rajouter 3 000 à 4 000 €, hein, 4 plus 1, 5, avec 5 000 € vous allez tout faire, hein. Vous allez déléguer à quelqu'un, à 5 000 €, vous allez tout faire. Donc, si 5 000 €, on n'est pas capable de sortir dans une exploitation qui fait 200, 300, 1 million d'euros de chiffre d'affaires, ça veut bien dire que le problème, c'est pas l'administratif, c'est bien le revenu. Après, les normes, on en a moins, on est égal à l'Allemagne à peu près. On en a moins que la Suède, le Danemark, la Hollande. On en a plus que tous les pays du Sud, on est d'accord. Que l'Espagne, le Portugal, l'Italie, la Grèce et tous les autres. Et on en a plus que ce qui vient du Mercosur ou de l'extérieur. Mais le problème central, c'est pas celui-là. Le problème central, c'est bien la répartition de la valeur ajoutée dans les filières. Et sur le modèle agricole, parce que vous m'avez tendu la perche, il va revenir le problème de la loi du plomb. La loi du plomb, c'est un faux problème. On a les outils aujourd'hui pour faire cette mutation agricole. Simplement, il ne faut pas que les lobbying ils restent dans les mains des semenciers et les fabricants de phytosanitaires, qui sont d'ailleurs des filiales de la FNSEA, parce que tout ça, c'est la FNSEA. Le problème, c'est que les phytosanitaires, c'est 2,5 milliards de chiffre d'affaires en France. Les produits vétérinaires, 2,5 milliards chaque année de chiffre d'affaires en France. Les semences, 4 milliards. Le machinisme agricole, entre 8 et 9 milliards, suivant les années. Et les fabriques d'aliments, les marchands d'aliments, donc le groupe Avril, qui est le numéro un, hein, du bétail, où est Arnaud Rousseau, 13 milliards. Donc le modèle agricole, il a été calqué là-dessus. Ah, pas que chez nous, hein, en Allemagne et autres, ça a été des modèles qui ont été calqués, plutôt des modèles, on va dire, intensifs, pas des modèles extensifs. Des modèles intensifs où on concentre les exploitations, on endette des agriculteurs, on les pousse
à s'agrandir, ils ont des subventions et des aides pour s'agrandir, donc on concentre les fermes, on concentre les animaux, donc on concentre les maladies et les épidémies, puisqu'on concentre beaucoup d'animaux dans peu de mètres carrés. Ça a été ça le sens de la politique agricole commune. Et pour répondre à la loi du plomb, on sait qu'aujourd'hui, Bourguignon l'avait dit, Claude et Lydia, il existe des variétés de blé, il existe des cépages de vignes qui sont résistants, on n'aurait pratiquement pas besoin des traités. Alors peut-être les années humides, il faudra peut-être faire un passage, voilà. Mais on a en partie la solution. Simplement, le business de l'agro-industrie, ils n'ont pas intérêt à nous fournir des plants de vigne résistants aux maladies, qui vont produire un peu moins, mais on n'aura pas besoin des traités. Idem dans les blés. Bon, ils n'ont pas intérêt à faire ça, parce que eux, ils vendent la semence et après, ils vendent les phytosanitaires. Donc, tant que ça rapporte, ils vont continuer. Oui. Oui. Non, non. Alors, concrètement, que les gens comprennent bien, si on repart de la guerre ou un peu plus loin, les années 60, comme vous l'avez dit, il y avait beaucoup de petites exploitations. Il y avait des millions d'exploitants en France, comme ailleurs, hein, comme dans les autres pays. Donc, au départ, les premières lois qui se sont appliquées sur le territoire national, ils sont issus des lois, les remembrements sont issus des lois sous les nazis, il faut le savoir, de 1941, pendant le gouvernement de Vichy. Ensuite, le remembrement, il y a eu des bulldozers qui ont arraché les haies en Bretagne et en Normandie pour faire des grandes parcelles, pour industrialiser le modèle agricole. Et le premier concurrent de la paysannerie en France, ça a été l'industrie. L'industrie de la voiture, l'industrie du textile. Il y avait beaucoup de paysans, les familles à ce moment-là, c'était en moyenne entre 5 et 8 enfants. Il y avait besoin de main-d'œuvre dans l'industrie. Donc l'industrie a récupéré les bras de la campagne. Donc souvent, il restait plus qu'un agriculteur dans la ferme, un voire deux frères. Donc déjà, il y a eu une disparition de la paysannerie et un agrandissement des fermes parce qu'on avait besoin de main-d'œuvre dans l'industrie. Et ensuite, quand je dis le on, c'est qu'à partir de Edgar Pisani, hein, la politique agricole commune, là, on a décidé d'aller sur les marchés internationaux. On a décidé de lancer la politique de l'offre, d'aller conquérir des marchés à travers le monde. C'est le slogan des grands groupes de la FNSEA, j'en reparlerai, que sont Unigrain, Avril et Invivo. Vous allez sur les pages d'accueil, vous regardez leur objectif. Demain, nous devons nourrir le monde. Alors moi, je ne savais pas que la France, on avait comme vocation de nourrir le monde. Déjà, si on se nourrit, nous, les Français, je trouve que c'est déjà pas mal. Mais eux, ils avaient comme ambition de nourrir le monde, donc d'exporter. Et à partir de là, le on, c'est tout simplement que dans les années 60, et ça s'est accéléré à partir des années 80, si vous restiez avec des petites exploitations, les industriels, ils ne venaient plus vous collecter. Si vous augmentiez pas votre production, on venait plus chercher votre lait. Quand vous faisiez de la viande bovine, si vous disiez, moi je veux garder que 20 vaches, eh ben vous intéressiez plus personne. Plus personne va venir commercialiser. Celui qui va venir livrer l'aliment avec un camion, il va dire, moi je veux bien vous livrer l'aliment, mais faut minimum livrer 5 tonnes ou 10 tonnes. Si vous livrez 500 kilos, nous on vient plus vous livrer. Donc, voilà, progressivement, ils ont resserré pour favoriser que ceux qui allaient s'agrandir. Et ça a été accompagné, toutes ces politiques-là, c'est encore le cas aujourd'hui, c'est accompagné par vos impôts. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on dit les consommateurs sont responsables, on va en parler après, c'est de la faute des consommateurs. Les Français, ils veulent pas payer, ils aiment bien le loisir, mais ils sont égoïstes, ils veulent pas payer la nourriture des paysans. C'est faux. Le budget des ménages, 13% du budget des ménages, l'INSEE, ils l'ont calculé sur la consommation des ménages, 1650 milliards d'euros. Mais ce qu'ils ont oublié de dire, c'est que vous tous, consommateurs,
Vous payez le modèle agricole à travers vos impôts. En réalité, le budget des ménages, il est proche de 28%. Pourquoi? Vous financez la PAC, 9 milliards d'euros. Vous financez les coopératives agricoles qui ne payent pas d'impôts. C'est pris sur le budget de l'État. Alors la PAC nous coûte, nous on verse plus à l'Europe, je vais en parler de l'Europe, on verse plus à l'Europe qu'on reçoit. Donc la PAC, on se la paye nous-mêmes, hein, la politique agricole commune. Bon. Et vous financez nos retraites, parce que les retraites, pour financer le régime agricole, il faut 15 milliards d'euros chaque année. D'accord? Les agriculteurs, ils n'en versent que 3. Comme on est peu nombreux et qu'on est pauvre, on verse que 3 milliards d'euros de cotisation. Le reste, il vient de où? 7 de l'État, 5 de la sécurité sociale, du régime de la sécurité sociale. Donc c'est qui la sécurité sociale? C'est les travailleurs de la sécurité sociale, c'est pas les paysans. Donc vous financez la retraite des paysans, vous financez les coopératives qui ne payent pas d'impôts, 2 milliards d'euros par an. Vous financez tous les investissements agricoles. Quand un agriculteur investit dans un plan d'eau, quand on parle des bassines, c'est subventionné. Un robot de traite, c'est subventionné. Un bâtiment agricole, c'est subventionné. Tout est subventionné, tout est faussé. Donc, quand on accumule tout ça, l'impact sur l'environnement, le traitement de l'eau avec les pesticides, il faut les traiter. Vous savez qu'après, il y a le problème sur la santé, les cancers, les maladies cardiovasculaires, l'obésité. Quand vous calculez tout ça, même si on prend une fourchette très basse, on est à plus de 100 milliards d'euros. Donc, chaque année. Hein. Donc, en réalité, chaque Français, ça lui coûte autour de 28%, le modèle agricole. Alors, quand vous allez à la caisse, effectivement, acheter vos tomates et vos yaourts, le gouvernement va dire le budget des ménages, c'est 13% du budget des ménages, oui, à la caisse. Sauf que par le budget de l'État, ceux qui sont imposables, alors là, c'est les plus perdants. Si vous payez des impôts, alors là, vous payez plein pot. Et ceux qui ne sont pas imposables, eh ben, vous payez par les impôts indirects. La TVA, quand vous faites le plein de votre voiture, c'est la TVA indirecte. Donc, vous financez l'agroalimentaire qui plume la paysannerie en France. Donc, ça peut durer longtemps. Des semenciers et de l'industrie de collecte. Oui. Et Oh, puis aussi une part une part directe aux citoyens qui est responsable de ça et qui se retrouve en droite ligne. D'ailleurs, c'est intéressant que vous en parliez. Vous dites c'est souvent la faute est rebattue sur le citoyen en disant c'est lui le grand responsable, l'acheteur décide du prix, etc. Euh, Moi, ça m'amène tout ça à une question en deux temps finalement. Qu'est-ce qu'aujourd'hui un citoyen pourrait faire conscient de ça et désireux de voir tout ça changer? Et d'autre part, aujourd'hui, comment est-ce qu'on pourrait refaire une bonne agriculture selon vous? Si vous aviez une alors, petite baguette magique, alors c'est souvent la question que j'aime bien poser à mes invités, si vous aviez une jolie petite baguette magique, qu'est-ce que vous feriez là tout de suite? alors j'ai plusieurs propositions, je vais les dérouler après, mais tout de suite, la plus urgente, je donne un coup de main à une association qui s'appelle SOS Mère, où travaille Alexandre Boisson, qui travaille avec l'association des mairies démocrates de France, donc il n'y a pas de politique, pas de syndicat là-dedans, c'est des associations indépendantes, et avec Michel Lecomte, qui a un réseau totalement indépendant des plateformes américaines, c'est un réseau franco-français Smart Réseau, hein, il suffit d'aller voir, vous tapez sur internet ulcoc.fr, et là, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Le pouvoir qu'on a, c'est que le consommateur, il revienne autant que possible sur les marchés locaux et chez les producteurs. Parce que par son acte d'achat, il va contourner la grande distribution qui plume les paysans et l'agroalimentaire et les coopératives. Il va contourner les deux. Il y a juste quand il y a besoin de transformer, où on est en train d'organiser des petits outils de transformation, à voir avec des élus locaux,
hein, comment on peut faire pour contourner les deux acteurs majeurs qui nous piquent toute notre marge, que sont les coopératives de l'agroalimentaire et les centrales d'achat. Et à l'instant où je vous parle, on va lancer dans toutes les mairies de France un mail ou un courrier. Les maires aujourd'hui, ils ont l'obligation de mettre en place un plan communal de sauvegarde pour protéger leur population en cas de conflit majeur, cyberattaque, une guerre, un problème sur la logistique. Normalement, les élus des communes, ils doivent tous avoir un document. C'est pour ça qu'on appelle ça la dicrimocratie. C'est un document qui est dans toutes les mairies, qui est la DICRIM, la directive intercommunale contre les risques majeurs. Puisqu'en Suède, il y a eu une cyberattaque informatique et ils ont paralysé 820 magasins de vente. Les gens ne pouvaient plus aller se servir. Heureusement, ça n'a pas duré longtemps. Mais ça, on doit se préserver de ça. Et les élus doivent mettre en place un plan communal de sauvegarde pour que les populations s'approvisionnent localement chez les paysans. Donc, si on s'approvisionne localement, c'est l'occasion pour que l'agriculteur reprenne sa facture et que ça ne soit plus la coopérative qui le commande comme un petit chien. Ok. Voilà. Il faut que l'agriculteur, ça soit lui qui facture directement aux restaurations collectives, aux cantines, aux EHPAD et aux consommateurs, sachant que la restauration collective, c'est 40 millions de repas consommés chaque jour. On en consomme 204 millions à peu près chaque jour, et il y en a 40 millions qui sont consommés par la restauration collective. Donc, pour résumer, quoi conseiller à nos abeilles qui voudraient participer à un format plus éthique? Oui. Déjà se rapprocher des marchés locaux et se rapprocher des producteurs, littéralement, afin de, baisser leur panier moyen, et deux, que cet argent-là profite vraiment aux producteurs. Ok. Et donc, si vous aviez la baguette magique, vous feriez passer donc directement mettre en relation et en squeezant donc, du coup les grandes centrales d'achat et les coopératives, tout à fait, les producteurs et toute la production collective. Donc les prisons, les hôpitaux, les cantines. C'est exactement ça. Ok. C'est exactement ça, parce que les auditeurs, ils vont se rappeler d'une phrase qui sort de quelqu'un de bien connu, qui était Coluche. Il suffit d'arrêter d'en acheter pour plus qu'ils en vendent. Bon. Donc, il suffit de changer nos modes de consommation, d'essayer au maximum de se rapprocher des producteurs locaux. Nous, on est en train de faire un travail, parce que nous, on a une part de responsabilité aussi. Hein, il faut qu'on mette les bouchées doubles. Autour des grandes métropoles, il faut qu'on fasse un partenariat avec les petites surfaces, petites ou moyennes surfaces. Il faut qu'on fasse un partenariat avec les gens qui vont jouer le jeu ou remonter des magasins de producteurs avec des élus. Il y a déjà des élus qui sont engagés là-dedans, hein, pour qu'on retrouve notre rémunération, sachant que l'alimentation, n'oubliez jamais que l'alimentation, c'est la santé. Donc l'agriculteur, il joue le rôle d'apporter une alimentation saine et locale. L'alimentation, c'est la santé. Et en plus, l'agriculteur entretient les territoires. Car à l'heure où je parle, il y a 2 500 000 hectares en friche en France. Pourquoi les terres sont abandonnées? Elles sont abandonnées parce qu'il n'y a plus de rentabilité. Donc les gens, ils abandonnent les terrains. Donc on va vers des jours très sombres si on n'arrive pas à se ressaisir rapidement. Philippe, vous pourriez rappeler les éléments que vous avez donnés. Donc, vous avez parlé bien sûr d'ICRIM, vous avez parlé de InVivo. La dicrimocratie, c'est les documents qu'il y a dans les communes. Le maire, il a l'obligation de mettre en place un plan communal de sauvegarde en cas de conflit majeur, en cas de tempête, en cas de sécheresse, en cas de coupure des réseaux. Parce que pour votre information, il y a 72 heures de réserve dans les grandes métropoles. En fait, on est en flux tendu. Hein, c'est le business du modèle libéral, le néolibéral qui a fait ça. Les marchandises voyagent beaucoup par camion. Les camions frigo, vous voyez, les camions blancs frigo, hein, principalement, c'est contrôlé par la société Steph. Vous irez voir sur Internet. Et la société Steph fait 100 000 livraisons par jour en France et en Europe. Et il se trouve que cette société Steph est un bras de la FNSEA, de la société Unigrain. Donc,
Vous voyez, la D'accord. FNSEA, c'est un État dans l'État, c'est pas un C'est quoi syndicat. c'est quoi votre source de ça, pardon, que Steph serait lié à la FNSEA? Ah ben, si vous voulez, la FNSEA, en 1963, les céréaliers des bassins parisiens ont créé Unigrain. Vous irez taper sur Internet Unigrain. Unigrain, c'est un fonds d'investissement. Aujourd'hui, ils ont plus d'1 milliard d'euros Tout à fait. de fonds propres. D'accord? Mhm. Et ce Unigrain est implanté dans le monde entier. Unigrain. Unigrain, c'est un acteur majeur de l'agroalimentaire en France. Alors, ils sont comme BlackRock, une entreprise où il faut 50 millions d'euros, ils vont pas mettre 50 millions d'euros. Ils vont mettre 1 million, 2 millions d'euros, 5 millions d'euros. Ils sont en participation dans toutes les entreprises. Donc, c'est les chaînes de restaurants Restoria, c'est Boulangerie Louise, Marie Blachère, le groupe Bouvard, les brioches paquets. Ouais. Euh, Ils ont mis de l'argent dans les labos. Ils ont 28 laboratoires en Europe. Si vous voulez, c'est tentaculaire et c'est D'accord. mondial. Et c'est mondial, Mais hein, attention. du coup, comment est-ce qu'on devrait faire? C'est-à-dire que moi, j'entends tout ça, que le modèle aujourd'hui n'est plus satisfaisant. J'entends le remembrement, j'entends à la fois la culture qui devient hyper intensive et en même temps extensive avec la diminution du nombre de paysans nationaux et la multiplication de l'hectare par paysan. Mais aujourd'hui, comment on doit faire? Est-ce qu'on doit revenir à l'agriculture de papy ou est-ce qu'il faut proposer un nouveau modèle d'agriculture? Alors là, vous avez mis le doigt où j'allais y venir. En fait, on ne pourra rien faire si on ne revoit pas le modèle. Donc le modèle, si je le décris, parce que ça serait très long si on voulait tout détailler, mais si je veux le résumer, c'est pareil dans les autres pays, hein, parce que tout le monde est plus ou moins touché, sauf ceux qui ont réussi à mettre des organisations de producteurs indépendantes, type au Canada, un peu en Suisse, mais ils commencent un peu, ils ont mieux vécu que nous, mais ils commencent à être touchés aussi par le libre-échange, même si le modèle suisse a quand même fait ses preuves. Mais il y a le modèle canadien qui fonctionne très bien, je vous en parlerai. 80% de l'alimentation est produite en France, transformée en France, consommée en France. Sur ces 80%-là, on ne gagne pas d'argent, je vous l'ai dit. Tout est capté par l'agroalimentaire et la grande distribution et les différents intermédiaires. Il y en a d'autres. Il y a la logistique, il y en a d'autres. Bon, ces 80%-là, il faut essayer de relocaliser, remonter un système parallèle avec les consommateurs pour arriver à ramener de la rémunération aux paysans. Et une fois que les consommateurs auront compris qu'il faut au maximum essayer d'acheter local, hein, c'est un peu les AMAP, mais en plus gros. Les AMAP, c'est trop petit. Il faut les garder, les AMAP. Faut surtout les garder. Mais il faut développer. Il faut faire plus que les AMAP. Vous Et pouvez redéfinir ce que c'est qu'une AMAP, pardon? une AMAP, c'est les paniers, vous savez, localement, les agriculteurs, le consommateur réserve un panier tous les 15 jours ou une fois par mois, et l'agriculteur s'engage à lui fournir un panier de légumes ou de viande tous les 15 jours ou 2 fois par mois. Hein. Tout à fait, merci beaucoup. Et ça existe effectivement beaucoup chez les maraîchers, Voilà. et puis un peu moins, bien sûr, forcément chez les céréaliers et les éleveurs. C'est une très bonne initiative, c'est ça qu'il faut développer. Et après, quand les gens auront compris qu'il faut court-circuiter les gens qui détruisent la paysannerie, ensuite, il faudra envoyer une lettre recommandée, ou dès le début, au ministère de l'économie et des finances en disant, nous sommes des consommateurs, on s'est pris en main, on s'est pris en charge, on se rapproche des paysans, on donne une poignée de main aux paysans, on donne une poignée de main à l'élu local, au maire de la commune qui veut jouer le jeu de relocaliser l'alimentation. Par contre, on veut arrêter de payer des impôts, hein, parce que comme c'est pas 13, c'est 28, la partie qu'on vous pique d'impôts qui va rémunérer les centrales d'achat et les géants de l'agroalimentaire, stop. Les impôts, vous les mettez à l'hôpital, vous les mettez pour les crèches, vous les mettez pour l'éducation nationale, mais vous arrêtez l'État de prendre des impôts aux Français pour arroser des multinationales qui n'en ont pas besoin. Là, à ce moment-là, il faudra faire une pétition, un collectif,
et envoyer une lettre recommandée au ministère de l'économie et des finances. Moi, j'aimerais vous entendre sur un point. Il y a quelque chose qui m'interpelle à chaque fois. Est-ce que vous trouvez normal qu'aujourd'hui, un producteur ne soit pas lui-même dans une souveraineté alimentaire? Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est-à-dire que je produis de la viande et le premier que je sers, ce n'est même pas moi. En toute logique, on devrait se dire qu'un éleveur bovin mange sa propre vache. On est Un d'accord. C'est vrai. céréalier mange son propre blé. Aujourd'hui, on est dans un système industriel de production, comme un métier finalement, Oui. où je produis, bah vous, c'est un très bon exemple, Philippe, vous produisez vos vaches, les vaches que vous mangez, le steak que vous mangez ne vient pas de votre propre vache. Non, nous, on en garde une par an ou deux, suivant la consommation qu'on a, ou un veau. Mais on prend pas de la viande que de chez nous. On prend de la viande, effectivement. Parce que comme on a industrialisé l'agriculture, l'agriculteur, il a tellement été entraîné par cette spirale à produire plus, que finalement, il est devenu comme un citoyen de la ville. Ils consomment même pas les produits. La plupart des agriculteurs ne consomment même pas les produits qui, qui produisent sur leur exploitation. Alors après, ça s'explique aussi. Ça veut dire quand même qu'on marche sur la tête. Bah, tout à fait, et c'est bien pour ça que je me permettais de mettre en avant ce point. Après, je ne voudrais pas donner l'impression de battre l'agriculteur ou l'éleveur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, typiquement, il n'a pas le choix, sa viande, il est dans l'obligation de la faire abattre dans un abattoir, elle est dans l'obligation souvent de passer par une coopérative, et en fait, elle est dans l'obligation de quitter sa ferme. Alors, le problème de ça, c'est là que les auditeurs vont bien comprendre. Je vous ai dit tout à l'heure, 82% des paysans gagnent moins du SMIC brut. Bon. Dans ces 82-là, c'est pas un hasard. C'est que, bon, les éleveurs sont les plus touchés depuis longtemps. Quand vous êtes éleveur, faut passer soit par un abattoir, soit par une laiterie. La volaille, c'est pareil. Faut passer par un abattoir. C'est le groupe LDC, le leader européen de la volaille, qui est installé dans la Sarthe. Un voisin à François Fillon. C'est là qu'ils sont, le groupe LDC. Bon, vous êtes obligé de passer par un outil de transformation. Donc, quand on veut garder une vache pour nous, par exemple, une vache qui fait 400 kilos de carcasse de viande, hein, et va à l'abattoir, donc on est obligé de passer par Bigard, évidemment, voilà. Hein, alors lui, il va se servir copieusement, je vous en parlerai après, mais si on veut récupérer l'animal, on peut le récupérer, hein, ça, il n'y a pas de problème, mais après, il faut le récupérer en colis, il y a une prestation pour récupérer l'animal en colis, avec des steaks, des beefsteaks, ce qu'on demande, quoi. Ils vont nous prendre 1 500 € pour une bête de 400 kilos. Pour Sur une nous, vache sur une vache qui est vendue à combien? bah, alors, les vaches, depuis le conflit en Ukraine, alors si je parle en bovin viande, hein, pas en Primochten pour faire du lait, en bovin viande, on retrouve maintenant dans les bons animaux entre 6,50 et 7 € du kilo de carcasse. Hein, voilà. Alors, lui, Bigard, il va prendre 2 € du kilo, parce que je les ai des prix. Hein. Je Ouais, sais c'est ce que les j'allais prix vous qui demander, ouais. revend ça, je sais les prix qui revend ça aux grandes surfaces. Lui, il va prendre 2 € du kilo, il va récupérer les peaux, parce qu'il a fait une société, il revend les peaux des animaux, il revend le sang, il récupère le sang, il revend la peau des fœtus. Quand les bêtes ont un petit veau à l'intérieur qui est en cours de formation, il récupère la peau des fœtus pour faire des sacs à main. Il récupère sur la vésicule biliaire des animaux, il y a des petits bouts de cartilage, ça vaut 150 000 € le kilo. Il récupère ça. Il récupère ce qu'on appelait avant le 5e quartier qui nous payait nos frais d'abattage. Il revend le cœur, le foie. Enfin, il a créé plusieurs sociétés. Et Qui, ça, on pourrait se dire que c'est une bonne chose. oui, oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en Non, mais ça, France, tout est un récupéré. animal qui est abattu est exploité complètement. C'est Ah, mais ça c'est une bonne bien. chose, il n'y a rien de perdu, sauf que lui, il exploite les paysans parce que nous, cette valorisation-là, eh ben, il y en a une partie qui devrait nous revenir à nous. Et là, le premier problème, il commence là. Et Donc, voilà, on est lui, d'accord. il prend 2 € plus toutes les valorisations que je viens de vous dire des pots et tout ça. Et actuellement, sur une bête qui est vendue, une limousine par exemple,
où l'agriculteur touche 6,80 ou 7 euros, et ben la grande surface, aujourd'hui, je peux vous donner les prix, je les ai. Ils prennent une marge de 14,5 à 15% sur les rayons viande, qu'ils mettent systématiquement sur la viande bovine. Ça, je peux vous le dire, j'ai les prix. Donc, le problème, si vous voulez, c'est que les animaux, ils ont augmenté en prix, mais en marge nette, aujourd'hui, si vous voulez faire un bâtiment neuf pour loger des animaux viande, ben vous allez voir qu'on n'est pas en mesure d'amortir un bâtiment neuf. Donc, en viande bovine, ça va moins mal que depuis quelques années, ça va moins mal, surtout depuis le conflit en Ukraine. Tout a flambé, les tracteurs, tout a augmenté, mais le prix des animaux a augmenté. Donc celui qui n'a pas investi, qui est resté avec des vieux bâtiments, bon, bah, ça va moins mal parce que les animaux ont légèrement augmenté en prix. Hein. Mais celui qui doit installer son fils et refaire un bâtiment neuf, on est toujours au même stade. On ne peut pas amortir une structure neuve. Alors que les industriels, tiens, il faut que je vous dise un mot de ça, les industriels, que ce soit des laiteries, des abattoirs et la grande distribution, eux, ils amortissent leur outil 3 à 5 ans. Nous, on est sur du 20-25 ans et on se prélève 1 000 € par mois. Donc, je vous ai tout dit. Sachant que, pour revenir sur ce que vous disiez, ce sont les normes qui imposent aux producteurs de construire ce nouveau bâtiment. Oui, les normes des bâtiments, c'est les mêmes en Allemagne, c'est les mêmes en Italie. C'est des normes comme aujourd'hui des maisons d'habitation. Vous savez qu'il y a des normes et les normes, elles sont à respecter. Mais les normes, vous l'avez dans les sociétés de transport. Les transporteurs qui roulent les animaux, ils ont des normes dans les camions qui sont très drastiques. Hein. Bon, eh ben, ils l'ont répercuté sur leur coût de production. Nous, le problème des normes, alors, il y en a peut-être de trop, il y en aurait sûrement quelques-unes à raboter. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas les répercuter dans notre coût de production, puisqu'on n'a pas la main. Le problème, il est là. C'est-à-dire que demain, quand on nous parle des normes, et on nous parle, par exemple, de l'administratif, on peut faire une pause, hein, le gouvernement pourrait dire on arrête les normes, on suspend les normes pendant 18 mois, et puis l'administratif dans les fermes, ça ne va pas résoudre le problème. On va toujours être à 4,50 €, puisque ce n'est pas nous qui avons la main. Quand Jean-Paul Bigard va acheter les animaux, ou le groupe LDC, ou Lactalis, le lait, c'est lui qui est le décideur, le seul maître à bord. C'est lui qui met le prix qu'il veut sur les denrées alimentaires. C'est la raison pour laquelle on n'est pas considérés comme des producteurs, nous, on est considérés comme des apporteurs de minerais. Pour eux, on leur apporte du minerai. Et eux, ensuite, ils en font un produit élaboré, puisqu'ils sont détenteurs de toutes les marques. Toutes les marques, c'est eux qui les détiennent, c'est pas les paysans. Charal, c'est Bigard. Père Dodu, Poulet de Loé, c'est LDC. Ils sont détenteurs des marques. Et c'est celui qui est détenteur de la marque qui fait le business. Oui. Alors, surtout, j'aimerais, parce que vous avez évoqué un point intéressant, vous parliez des normes de production locale. Vous aviez évoqué tout à l'heure l'exemple des travaux publics, en disant, si je veux construire aujourd'hui un immeuble en France, oui, je dois respecter une norme française, et c'est bien normal, norme qui sert à assurer la sécurité des usagers. De la même manière, norme si je reprends les normes HACCP par exemple, qui encadrent les règles d'hygiène en restauration, elles sont faites pour protéger le consommateur. Peut-être la différence, c'est que justement, c'est ce qu'on évoquait, si une entreprise française veut construire un immeuble en France, elle respecte une norme française. Mais si une entreprise allemande ou italienne, ou peu importe, veut construire en France, elle doit elle aussi respecter la norme française. Oui. Or, sur l'agriculture, si je veux vendre un produit en France, je ne suis pas dans l'obligation de respecter la norme française. Non, exact. Parce que ça s'appelle la libre circulation des biens, des hommes, des marchandises et des capitaux. Ça s'appelle le libre-échange. Je vais vous dire ce que je propose, moi, à la place du libre-échange, après, si vous me posez la question. Mais ça, pourquoi l'agriculture, il n'y a pas que l'agriculture, mais là, puisqu'on parle de l'agriculture ce soir, parce que l'industrie a la plongée aussi en France, c'est que l'agriculture est une monnaie d'échange. Tous les pays pauvres
Et les pays émergents, ils n'ont pas forcément le Rafale, ils n'ont pas forcément le TGV, ils n'ont pas forcément Ariane, mais ils ont des poules, des canards, des cochons et des chèvres. Donc, au niveau mondial, dans le commerce international, mondial, les échanges qui sortent, parce que la plupart des productions agricoles, contrairement à ce qu'on veut bien croire, surtout en Afrique d'ailleurs, mais pas qu'en Afrique, elles sont produites dans le pays et consommées dans le pays, l'immense majorité. Les échanges au niveau mondial, c'est pas énorme finalement, c'est 1900 milliards de dollars qui voyagent à travers la planète de denrées, alimentaires, agricoles, y compris les produits transformés. 1900 milliards. Ouais. Donc, si vous mettez ça en parallèle avec le commerce, de l'industrie, du pétrole, des voitures, de la chimie, c'est 33 000 milliards de dollars qui voyagent à travers la planète chaque année, dont 8 000 milliards de dollars pour l'industrie de services, hein, les transports et les services. Hein. Donc vous comprenez bien que quand on est dans des négociations internationales, hein, que ça soit le Mercosur, le TAFTA, le CETA, bien avant Ursula von der Leyen, bien avant l'euro, le Commonwealth avec les colonies anglaises, quand vous vous trouvez avec un rapport de force de l'industrie, de Volkswagen, de Bouygues, de Vinci, eh ben, par rapport à l'agriculture ne pèse rien. Donc l'agriculture est sacrifiée, et même si les poulets ukrainiens sont de médiocre qualité et ils ne respectent pas les mêmes règles que nous, c'est le cas d'ailleurs, ils rentrent en France, ils vont rentrer en France parce que dans le commerce international, nous, on va leur vendre autre chose. Et à chaque coup qu'on s'est retrouvé face à Sarkozy ou à Hollande, la réponse que j'ai eue, c'était celle-là. Oui. Au global, oui, on est d'accord, vous êtes les perdants, mais au global, la nation française, nous sommes gagnants. Voilà la réponse qu'on avait. Oui, bah, sauf qu'aux dernières nouvelles, on mangeait pas de Volkswagen au petit déjeuner. Exact. Et puis le deuxième point, pardon, c'est que l'argument du libre-échange, pour moi, ne tient pas dans la mesure où, justement, pour reprendre l'exemple des voitures, si je fabrique une voiture à l'autre bout du monde qui ne respecte pas les normes françaises, elle n'est pas homologuée à rouler en France. Totalement d'accord. Donc, de la même manière, ce n'est pas au nom du libre-échange qu'on peut faire n'importe quoi. La preuve, c'est qu'il y a des homologations. Oui. Homologation dans le bâtiment, homologation dans l'industrie automobile ou autre. Mais je reviens à ma question de tout à l'heure, pardon. Sur, finalement, l'agriculture à papy. Moi, j'ai un grand-père qui était agriculteur. J'ai passé mon enfance dans son exploitation. Euh, Est-ce que la solution, c'est d'avoir plus d'agriculteurs aujourd'hui, vraiment? Alors, la solution, parce que vous me posez là, je voulais le dire plus tard, mais comme la question vient là, il faut le dire maintenant, autrement les auditeurs, ils vont pas comprendre, ils vont être perdus. Donc, aujourd'hui, on produit 80% de notre alimentation, à peu près. Hein. Alors, on est déficitaire en mouton, on est à 60%. Alors là, le mouton, on a été plumé bien avant Ursula von der Leyen, on a été plumé par le Commonwealth. Les fruits et légumes, c'est l'Espagne et le Portugal, on va pas se mentir. Le poulet, c'est beaucoup l'Ukraine, etc., etc. Bon. On peut remonter, faut sortir des prix agricoles mondialisés, faut revenir vers des prix de souveraineté nationale et relocaliser au maximum l'agriculture. Oui, avoir plus d'exploitations, oui, des exploitations plus petites, alors pas revenir avec 5 hectares, hein, mais des exploitations en élevage, je dirais entre 50 et 100 hectares pour un couple. Voilà, alors ça dépend des zones et des terres, hein, parce qu'il y a des endroits où il faut peut-être plutôt 130 hectares pour nourrir les animaux, et en Bretagne, avec 70, on va les nourrir, parce qu'il y a plus de pluviométrie. Mais il faut revenir à des fermes, à des tailles de fermes familiales, reprendre notre souveraineté plutôt que d'importer, donc consommer français, revoir le modèle, un prix de souveraineté nationale, et tout ce qu'on va faire comme échange, parce qu'on sera obligé, on fait toujours des échanges, c'est normal, on ne peut pas être autonome en tout d'ailleurs, et on peut avoir intérêt parfois à vendre du blé, ou vendre du vin, ou vendre certains fromages, hein, avec certains pays qui vont nous renvoyer peut-être du gaz ou des voitures ou autre chose. Et là, il faut le faire sur la base, non pas du libre-échange, qui est le moins-disant social et environnemental, mais sur la base de la coopération entre les États, qui est la charte de la Havane,
qui est l'OIC, l'Organisation internationale du commerce, qui n'a pas été ratifiée le 24 mars 1948 par le Sénat américain. C'est pour ça que ça n'a jamais vu le jour. Parce qu'à la sortie de la guerre, il y avait deux schémas. Hein. Il y avait le modèle soviétique, on sait ce qu'il a donné, il n'a pas fonctionné. Il y a le modèle actuel qu'on a qui ne fonctionne pas non plus. Mais il y avait une autre alternative, c'était l'OIC, l'Organisation internationale du commerce, où ils s'étaient réunis à Londres, la conférence de Londres, la conférence de Genève, et la troisième réunion a eu lieu à Cuba, la conférence de Cuba, mais ils l'ont appelée la charte de la Havane. C'était beaucoup les non-alignés. Il y avait 56 pays de réunis là-bas qui voulaient cette charte de la Havane avec équilibre de la balance des paiements, la coopération entre les États et non le moins-disant social et environnemental. Sauf que ça n'a pas vu le jour, ça existe, mais on n'en parle pas, c'est pas officiel. On fait de la charte de la Havane, par exemple, chez nous, mais c'est pas officialisé. Quand on vend des Rafales en Inde et que le gouvernement indien impose qu'il y ait une partie des appareils qui soient fabriqués chez eux pour faire travailler les gens chez eux et éviter les déséquilibres entre ceux qui ont les hautes technologies et ceux qui ont peu de technologie, ça c'est la charte de la Havane. On garde notre licence, mais on fait travailler la coopération pour augmenter le niveau de vie des pays pauvres. Ouais. Et du coup, Parce que je reprends, oui, pourquoi le libre-échange ne marche pas, hein, le libre, alors, avec l'Union européenne, en plus, ça s'est aggravé. Avec les traités de l'Union européenne où on a perdu le commandement intégré. Maintenant, c'est Ursula von der Leyen qui a la main sur le bouton. C'est elle qui décide. On n'a même plus de banque nationale. Notre banque centrale est tenue par l'Union européenne, donc via l'euro. Bon, pourquoi ça peut pas fonctionner? Ça peut pas fonctionner parce que nous, dans le libre-échange, on vient de le dire, on peut faire venir des produits d'Allemagne ou de l'autre bout du monde avec des règles différentes, puis avec des coûts de main-d'œuvre différentes. C'est impossible. Il y a des pays qui n'ont pas les mêmes coûts de main-d'œuvre, qui n'ont pas de sécurité sociale. On a en plus, en agriculture, quelque chose que n'a pas l'industrie, c'est que nous, l'agriculture, en plus de l'industrie, on a ce qu'on appelle en termes économiques le monopole des facteurs. Le monopole des facteurs, c'est quoi? C'est le climat. C'est-à-dire qu'un agriculteur, avec le même nombre de vaches, le même nombre d'hectares, il n'aura pas le même coût de production en fonction s'il est en France, en Belgique, en Nouvelle-Zélande, au Brésil ou en Chine. Rien que par le climat, la pluviométrie. Vous n'aurez pas le même résultat parce que ça s'appelle le monopole des facteurs. Le climat a une influence terrible sur le coût de production. Donc, on nous a mis dans une économie mondialisée où on nous met avec les centrales d'achat et l'agroalimentaire des bras de la FNSEA qui est installé partout à travers le monde, parce que c'est eux qui nous renvoient nos produits, hein, d'accord? Eh bien, on nous a mis dans une économie mondialisée, avec des prix mondialisés, et sur le terrain, nous en France, moi je suis en France, à Angers, lorsque je vais chez le mécano, je suis sur une économie avec un produit intérieur brut territorialisé. C'est-à-dire que mon tracteur, je ne peux pas aller le faire réparer en Pologne, je ne peux pas me faire couper les cheveux en Pologne, je ne peux pas commander des pièces en Algérie. Il faut bien que je me dépanne autour de chez moi. Donc, mon vétérinaire, il ne peut pas être hongrois. Hein, le vétérinaire, il est à 20 km de chez moi. Donc, je suis sur un produit intérieur brut territorialisé où le vétérinaire, lui, il a fait des études. Hein, donc, il prend 280 € pour faire une césarienne. Si je fais une césarienne en Pologne ou au Burundi, une césarienne, ça ne vaut pas 280 € ça va au de soi. Burundi. Donc, vous comprenez bien que ça ne peut pas fonctionner. En tout cas, ça ne peut pas fonctionner si c'est pas globalisé. On Encore est une d'accord. fois, un système n'est valable que s'il est parfaitement globalisé. Et c'est ce que certains ont dit, et c'est le courant de certains ultralibéralistes qui disent que justement, le système est aujourd'hui biaisé parce que trop maîtrisé. Trop maîtrisé. Si vous n'avez pas de régulation, si vous Maîtrisé, avez... pardon, maîtrisé aussi par des contraintes réelles telles que celles que vous venez d'évoquer. Oui, mais de toute façon, mondialisé, on peut pas, s'il n'y a pas d'outils de gestion, s'il n'y a pas de régulation, de gestion des volumes, hein, d'un contrôle, comme ils l'ont fait au Canada, ça a été fait par le père Trudeau, ça.
une organisation de producteurs indépendante où là, les agriculteurs gèrent leurs factures et leurs volumes, bon, il y a un coût de production qui est propre au pays, le Canada. Donc le prix du lait, je vais vous le donner au Canada, hein, conversion dollar canadien en euros, ils sont payés autour de 65 centimes, 65-66 centimes le litre de lait, et nous on est payé autour de 43-45. Donc voilà ce qui nous manque. Il nous manque en gros 22 centimes par litre de lait. Ce qui est hyper impressionnant parce que on parle quand même d'une différence de 30%, quoi. Voilà, parce que eux, ils gèrent les volumes, ils gèrent les importations, les exportations, ils ont encadré, un peu comme l'a fait la Suisse. Sinon, si c'est les portes ouvertes, le libre-échange, sans aucun contrôle, bah, ça peut pas fonctionner. Moi, je connais un gars en Amérique du Sud qui est au bord d'une rivière, il vit dans une yourte. La coopérative lui paye les bananes 2 euros les 100 kilos. À 2 euros les 100 kilos, moi, je connais aucun producteur français qui est capable de rémunérer des salariés et de vendre des bananes 2 euros les 100 kilos. Donc c'est suicidaire. Je veux dire, c'est un modèle, on pourrait dire la même chose. Est-ce qu'un dentiste, est-ce qu'un carreleur, est-ce qu'un maçon français, il peut travailler au prix d'un maçon au Burundi ou au Burkina Faso? Juste pour revenir sur un point, on parle aussi beaucoup de spécialisation, en tout cas de division du travail, comme selon Smith, sur les exploitations agricoles modernes. Est-ce qu'une solution ne serait pas de revenir aussi à des exploitations multidisciplinaires? Alors, il est clair qu'il faut revenir à un contrôle, comme je le disais, à travers des organisations de producteurs, transversales pour reprendre la main sur les volumes et la facturation. Mais il est clair aussi, vous avez raison de poser cette question-là, dans la descente aux enfers de l'agriculture, hein, pas que française, mais européenne, hein, parce que la crise, elle est mondiale, hein, la spécialisation nous a fait beaucoup de mal. Parce qu'on s'est spécialisé avec, par exemple, 100 vaches laitières. D'autres se sont spécialisés qu'avec des grandes cultures. D'autres se sont spécialisés qu'avec des canards. D'autres qu'avec des poulets. Et cette spécialisation, comme on a été mis en compétition sur les marchés mondiaux, eh ben, nous a fragilisés. Parce que quand il y a une crise pendant 2 ans sur les canards, bah, quand vous faites que des canards, bah, pendant 2 ans, vous faites 2 années de déficit. Inutile de vous dire que au bout de la première année, déjà, le Crédit Agricole va vous convoquer. Et la deuxième année, vous savez ce qui va se passer. Si on met pas tous les œufs dans le même panier, qu'on fait un peu de canard, un peu de mouton, un peu de vache allaitante et peut-être un peu de maraîchage, ça, c'est vrai que c'est moins dangereux. Ça, je vous l'accorde. D'autant plus qu'on peut avoir un cycle vertueux où l'une nourrit l'autre Tout à fait. de nos Ça, je vous activités. l'accorde. Ça, je Donc, vous l'accorde. Vous avez peut-être raison. que justement la solution, alors on en parlait de revenir, alors sortir de la politique agricole commune, revenir à des exploitations plus réduites en augmentant le nombre de paysans globaux, ce qui aussi permettrait, pardon, de représenter un poids électoral plus important, Oui. puisqu'aujourd'hui il y a eu une vraie division entre le monde de la production et le monde de la consommation. Si plus de consommateurs se retrouvent producteurs, forcément le poids électoral monte et du coup le point d'impact public est plus important. Et puis du coup sortir de cette spécialisation et de revenir à des exploitations plus traditionnalistes où l'une des dimensions de l'exploitation nourrissait les autres. Bah, disons que moi, dans le schéma que j'ai proposé, il y a plusieurs choses, hein, je pourrais vous dire, hein, l'assurance l'homme clé, les droits de succession et tout, il ne faut pas que j'oublie de vous le dire, mais ce qui est important, c'est d'avoir des fermes moins importantes en moyenne, relocaliser, avoir des fermes à taille humaine, donc ramener des exploitants sur les territoires. J'ai fait le calcul qu'on pouvait créer au moins 600 000 emplois. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les gens se sont robotisés, beaucoup mécanisés, les agriculteurs courent partout, et en moyenne, il manque 1,5 emplois sur chaque exploitation. Ça veut dire les gars, ils font 80, 100 heures, 120 heures, et comment ils compensent ces 1,5 emplois? Eh ben, ils les compensent par de la main-d'œuvre familiale, par Tout à fait. moi, les agriculteurs, je les appelle les petits soldats au service de l'agroalimentaire. Et après, on a les soldats de réserve. Les soldats de réserve, c'est les retraités qui travaillent jusqu'à la mort, parce que souvent, c'est leur exploitation. Donc, ils aident leurs enfants. Donc, c'est une main-d'œuvre non déclarée qui participe à la production agricole française, les 90 milliards d'euros
produit chaque année de chiffre d'affaires non comptabilisé, parce que c'est des gens qui travaillent gratuitement. Donc, il faut revenir sur des fermes plus petites, ramener des emplois dans l'agriculture, sachant que l'agriculture, c'est non délocalisable, les emplois sont non délocalisables, la terre, elle ne va pas se délocaliser, on ne peut pas l'emmener, donc c'est non délocalisable, c'est très 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 important. Et moi, je veux que l'agriculteur ramène de la rémunération. Moi, je parle pour un agriculteur, un chef d'entreprise, 3 à 4 000 euros mensuels, c'est ce qu'on mériterait vu les heures travaillées et les capitaux engagés, de façon à pouvoir rémunérer des salariés au moins à 2 000, 2 200 euros. Parce que si on prend des salariés et qu'on les laisse au SMIG toute leur vie, ce que j'ai vu dans les fermes et dans des vignobles, des copains passer toute leur vie au SMIG, bah, c'est pas sérieux, c'est pas un modèle vertueux ça. Les Et puis, salariés, il faut les rémunérer. Pour les rémunérer, il faut que le paysan soit rémunéré. c'est ça, parce que jusque dans les années 60, il y avait en moyenne 1,2 ouvriers agricoles par exploitation. Oui, 1,2, ça s'explique aussi par l'emploi de saisonniers, en fait. bien sûr. Voilà, Les emplois saisonniers, avec les saisonniers, on parle de 800, 820 000 c'est ça, emplois équivalents temps plein sur l'agriculture. c'est ça. Et je pense qu'on pourrait en rajouter 500 000 parce que facilement, 500, 600 000, parce que je vous dis, partout, les parents, c'est les parents qui bouchent les trous, qui font les heures de travail, ou les enfants, quand ils sont en week-end, ou quand ils C'est rentrent de ça. l'école. C'est ça l'agriculture. Mais ça emmène à un autre élément qui était celui de la communauté. Jusque très tard, hein, même dans les années 90, les agriculteurs locaux étaient en communauté. Alors, communauté de matériel, d'une part, et communauté de service. C'est-à-dire qu'on faisait les champs à plusieurs, les moissons à plusieurs, et on s'entraidait. Parce qu'il y avait encore une vie à l'échelon local. Tout à fait. Aujourd'hui, il y a eu une vraie, enfin, en tout cas, je demande votre avis là-dessus. J'ai pu constater une vraie division de l'exploitant qui se retrouve de plus en plus souvent seul. Ah oui, Avant, on pouvait faire travailler les petits-enfants. Au moment des moissons, c'est toute la communauté qui était bien unie sûr, autour de bien ça. sûr, bien sûr. Bien sûr, parce que c'était plus manuel. C'est l'arrivée du machinisme agricole et du progrès qui fait qu'un homme tout seul avec un tracteur ou une moissonneuse-batteuse, il peut faire des centaines d'hectares. Donc, comme il peut les faire tout seul, il s'entraide plus avec ses voisins. Ça a rompu les contacts entre nous et on est beaucoup plus individualiste qu'on l'était il y a 20 ou 30 ans. Et je voudrais glisser une chose importante, peut-être que les auditeurs ne savent pas. Pourquoi les agriculteurs, parce qu'il n'y a pas un suicide par jour, hein, c'est deux, pourquoi les agriculteurs se suicident plus que les autres? Parce qu'un maçon qui fait faillite, il peut se suicider. Un patron de PME, un coiffeur, un boulanger, etc. Pourquoi plus les agriculteurs? Eh bien, pour une raison très simple, hein, c'est que l'agriculteur, ça sera moins vrai dans les années à venir par l'évolution des néo-ruraux qui viennent reprendre des exploitations. Et la mentalité agricole, la culture agricole va évoluer par les néo-ruraux. Et moi, je souhaite qu'il y ait beaucoup de gens de la ville qui viennent dans les campagnes parce qu'ils vont faire évoluer les mentalités. Parce que les mentalités agricoles, elles sont quand même pas au top. C'est la guerre des terres, c'est l'affrontement entre les voisins, toujours pour avoir plus de terres. Pourquoi les gens se suicident? Eh bien, tout simplement, souvent, c'est des héritages des parents et des grands-parents. Tout à fait. Et le grand-père ou l'arrière-grand-père, il a tenu l'exploitation, il l'a plus ou moins développée, les parents aussi. Et tout d'un seul coup, vous allez arriver devant un mur où vous allez être obligé de déposer le bilan. Soit vous mettre en redressement judiciaire, soit en liquidation judiciaire, parce que financièrement, ça passe plus. D'accord? Et là, à partir de ce moment-là, quand vous allez déposer le bilan, c'est pas un simple dépôt de bilan d'une entreprise, vous allez Non, entraîner votre famille avec vous. L'affectio societatis, l'affectio familiae. tout à L'affectio fait. societatis, parce que souvent les parents ont gardé des parts. Ils ont des parts dans l'entreprise. Ils ont des terres, voire les frères et sœurs ont des terres parce qu'il s'est constitué un GFA, groupement foncier agricole, dans lequel les frères et sœurs ont des parts avec les parents. Donc le jour où vous allez déposer le bilan, vous allez vous culpabiliser parce que les parents ont tenu la ferme, les grands-parents, etc. Et l'arme, vous allez la retourner contre vous
parce que vous pensez que le responsable, c'est vous, alors que le responsable, c'est le modèle économique qui nous a conduits là. Et Oui. c'est ça qui fait que les paysans se donnent la mort parce qu'ils culpabilisent. Et c'est un vrai paradoxe parce que on a fait de cette profession un métier, c'est-à-dire que voilà, aujourd'hui, de plus en plus, d'ailleurs, on a abandonné le terme paysan qui était un être Oui, au profit de l'agriculture qui est un faire. Euh, L'agriculteur aujourd'hui, c'est un métier, voilà, il a une carrière, c'est un travail comme un autre, mais dans le même temps subsiste en lui un lien atavique. oui. Et en fait, quand il échoue, c'est c'est l'échec d'une lignée en fait. C'est ça, Ces terres, elles sont dans sa famille depuis 100, 200 ans, et c'est c'est ça, lui qui coupe cette lignée-là. c'est C'est ça ça. qui est insupportable. C'est pas la perte d'une profession. Effectivement, le chômage, si demain l'un d'entre nous se retrouve au chômage, c'est dur. Mais c'est pas Oui. là, c'est pas seulement ça qui se passe pour lui. Il perd son métier, certes, mais il perd sa famille, en fait, sa tradition. Alors, il coupe une lignée de succession dans l'exploitation. C'est plus qu'un métier, c'est un mode de vie. Absolument. Les gens sont. Alors, c'est plus agréable d'être à la campagne, je vous dis tout de suite, que d'être à Paris. Hein. Quand je vais à Paris dans les ministères, Paris, c'est une vie de fou. On a une qualité de vie en campagne qui est incomparable avec la ville. Il faut dire les choses qui vont bien en campagne. Hein. On a une super qualité de vie. On peut se stationner où on veut, on est au grand air, tout ça. Mais l'agriculteur, c'est un mode de vie. Il fait un petit tour, il peut faire un petit tour à la pêche, il peut faire un petit tour à la chasse. Certains sont chasseurs. Donc, certes, il va faire beaucoup d'heures, il va faire 60, 70 heures, oui, 70 heures semaine, mais c'est pas des heures d'usine, attention. C'est des heures de travail à la campagne. C'est pas comparable avec des heures à la chaîne. Quelqu'un qui travaille en usine, c'est beaucoup plus dur à l'heure de travail que ça, c'est pas comparable. Donc, C'est pas comparable, absolument. ce mode de vie-là fait que quand il dépose le bilan, il va couper une lignée d'héritage, et là, pour lui, c'est tout qui lui tombe sur la tête. Tout à fait. Non, mais on a bien entendu votre volonté aussi d'accueillir des néo-ruraux qui pourront tout à la fois revitaliser une profession et des lignées, et puis, euh, Et et puis changer des mentalités. je voudrais aussi rectifier quelque chose quand on parle de 80, bon alors c'est vrai, 82% en dessous du SMIC brut. Je prends le SMIC brut parce qu'il faut toujours parler brut. Hein, autrement, les croisées de données à l'INSEE, il faut prendre brut. Sinon, on peut plus rien comparer. Mais il faut aussi être honnête de dire, on est beaucoup autour de 1000 euros de prélèvement, 1000, 1200, hein, de 800 à 1200, voilà, avec amortissement, parce qu'on a toujours des tracteurs à rembourser, voilà, tout ça. Mais un agriculteur à 1000 euros, vous savez, vous avez entendu dire qu'il y avait des agriculteurs qui avaient le RSA. Oui, il y en a à peu près 55 000 qui ont le RSA ou la prime d'activité. Il y en a plus que ça qui seraient éligibles, mais comme les paysans, ils ont honte, parce qu'il y a beaucoup de fierté dans ce métier-là, ils ne veulent pas le demander. Mais attention, soyons bien précis, un agriculteur au RSA est moins pauvre qu'une personne en ville au RSA. Parce que nous, quand on est au RSA, dans l'exploitation, on a quand même des avantages. On a le veau ou la vache qu'on va tuer, on va récupérer de la viande de chez nous. On a le jardin, on a les charges d'exploitation, elles ont déjà couvert tout. Tout est pris en compte déjà dans l'exploitation. Celui qui est en ville au RSA, il faut qu'il paye son électricité, alors que nous, c'est déjà englobé dans l'exploitation. Donc, Oui, puisque quelqu'un qui puisque a au l'habitation RSA, fait partie de l'exploitation la plupart du temps. un paysan au RSA, j'ai pas dit que c'était bien, hein, mais il est moins pauvre qu'un individu au RSA en ville. Ça, faut être honnête avec ça. Ouais, tout à fait. Après, tout le monde fait pas de l'élevage, comment dire, bovin ou ovin. Et un Non. céréalier aujourd'hui, quelqu'un qui fait de la betterave, il peut pas vivre de sa production, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. Merci Oui. beaucoup, Philippe. On atteint l'heure de passer aux questions des abeilles. Donc, comme d'habitude, hein, à chaque fin d'Agora, un temps est consacré. Donc, j'ai fait remonter une grande part de vos questions. Là, vous allez pouvoir monter en tribune et poser directement vos questions avec Philippe, qui se fera un plaisir de vous répondre. Donc, je vous encourage dès à présent à lever la main. Brunafeuille, on t'écoute. Oui, Bonsoir à alors toi. merci de m'accueillir.
Je suis un ancien ingénieur agricole. Lorsque j'ai eu droit à un enseignement à Toulouse, eh bien, on m'a appris que avec les engrais, eh bien, c'était plus la peine de s'occuper de la teneur en matière organique du sol, hein, de l'humus. Et en fait, je m'aperçois que c'était une impasse. C'est ça qui est très important à souligner, c'est-à-dire que les travaux de Lydia et Claude Bourguignon nous apprennent que les sols vivants sont très importants. Est-ce que ma voix est perceptible? Elle est extrêmement perceptible. On a suivi toute ton intervention jusque-là. D'accord, merci. Alors, ces travaux nous montrent que ce qui a été fait, par exemple, au Brésil, par un agronome français depuis 30 ans, il a montré la voie d'une agriculture de sols vivants, des sols toujours couverts. Il faut s'apercevoir que euh, les sols les plus riches, les fameux tchernosiums, ils vont jusqu'à 15% d'humus stable dans le sol. Évidemment, c'est des sols qui sont particulièrement favorisés par un climat un peu plus froid. Bon, ceci étant dit, nous sommes tombés avec nos engrais, parce que engrais chimique rime avec pesticides, parce que engrais chimique, c'est des plantes fragiles, des plantes qui sont plus capables de se défendre. Et c'est ça la clé de tout. Il faut comprendre que l'humus, c'est le vivant. C'est ce qui permet un développement de plantes robustes qui ont beaucoup moins besoin de pesticides. Et si on comprend qu'un sol en agroforesterie, un sol cultivé toujours couvert par ces On techniques les qui entend ont pas. été développées au Brésil, bon, il y a quelques exploitations dans le sud-ouest. D'ailleurs, je fais remarquer que Stéphane Le Foll, ancien ministre de l'Agriculture en 2015, eh bien, avait parlé de plan d'humus, plan humus pour la planète. C'est-à-dire que il avait lancé le slogan de 4 pour 1000. Bon, Ils nous 4 pour entendent 1000. pas. Et en fait, Les j'ai problèmes. vu que il y a oui, Je suis en oui. attente, moi. Alors attendez, Brunei, j'augmente il mon son. semblerait qu'il y ait quelqu'un qui parle derrière toi. Et je te Oui, confirme qu'on t'entend monsieur, très bien, hein. oui, je vous écoute, monsieur Rému. Oui, 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 je bon. disais, il semblerait qu'il y ait quelqu'un qui parle derrière toi, mais on t'entend Alors, très bien, je te confirme. non, c'est peut-être un écho. Je parle peut-être trop Peut-être. fort, non? Bon. Non, non, mais vas-y, on t'écoute. Bon, alors simplement, je ne veux pas être trop long parce que je suis très bavard. Et donc, simplement, il faut s'apercevoir que nous avons à faire une véritable révolution du point de vue de l'agriculture qui restait très sclérosée. André Pochon, déjà, cet agriculteur qui était dans l'Ouest, eh bien, avait arrivé à vivre sur 20 hectares. 20 hectares. Hein, avec, il disait tout simplement, bon, un climat qui était humide, favorisé, hein, la vache, c'est une barre de coupe à l'avant et un épandeur à fumier à l'arrière. Toute une philosophie. Bon, Tout à fait. avec un porc, l'élevage du porc associé. Bon. Mais il a écrit plusieurs bouquins très intéressants, hein. Une agriculture devenue folle. Je me souviens des derniers titres. Bon. Ceci dit, il faut comprendre que le message, c'était des sols vivants, de même que pour la santé. Dans le domaine de la santé, pourquoi nous avons une industrie pharmaceutique qui s'est complètement mise dans une impasse, est allée dans l'impasse de tout ce qui est synthétique. En réalité, il faut se mettre à l'école de la nature. D'ailleurs, l'industrie pharmaceutique a essayé parfois de copier des molécules de la nature. Bon. Et simplement, il faut comprendre que maintenant, il y a une véritable révolution à faire, et c'est une révolution qui va permettre de construire une Je santé les humaine. entends pas. Je sais pas. Merci beaucoup, Euh, Brina Feuille. voilà. Je ne veux pas Philippe, être trop long. une Et remarque sur le simplement, climat. Oui, dis-moi. le Moi, climat. j'ai pas entendu la question, moi. Oui. Alors, bon, sans dire, est-ce que nous sommes prêts à accepter l'idée que le climat a quelque chose à voir avec l'agriculture? Est-ce que nous avons Ou alors pensé il aurait pu me le mettre faire dans le chat, la question.
Voilà, est-ce qu'on a Je vais reprendre, pensé je vais reprendre. en termes de fixation de gaz carbonique dans les sols? Nous avons 1,4 giga-hectares, milliards d'hectares de sols de grande culture à la surface de la planète. Eh bien, sur ces sols de grande culture, nous pourrions fixer, une quantité en une quarantaine d'années, disons, hein, 50, 40, 50 ans, de quoi éponger la moitié de l'excédent du gaz carbonique dans l'atmosphère. Or, Dieu sait que derrière la crise de la vache, nous avons effectivement une offensive des gens qui ont le droit de penser que le climat a quelque chose à voir avec l'activité humaine. Et ces gens-là, il faut leur faire comprendre qu'effectivement, les émissions des vaches, oui, bien sûr, hein, on peut peut-être arriver à compenser les Brunafeuille, émissions. Oui, excuse-moi, je te coupe, j'en suis désolé. On va laisser répondre peut-être Philippe. Donc, oui, pour voilà. revenir Mais c'est succinctement déjà sur, très bien. Merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir eu cette patience. avec plaisir. Merci de ton témoignage. Donc, Philippe Brunafeuille exposait ici l'importance de l'humus. Il revenait sur la- l'importance du bétail qui servait à fertiliser les sols et puis sur l'intrication directe d'une exploitation avec son environnement à la fois climatique et géologique. Est-ce que Oui. tu peux répondre là-dessus? Alors oui, tout à fait, il a raison. Je n'ai pas eu le temps de le dire, hein. On ne peut pas tout dire, hein. Voilà, il y aurait beaucoup de choses à dire. Le taux de matière organique dans le monde, il a plongé. Et nous, en Europe, on a même des zones entières où on est descendu en dessous de 1,5%. Il faudrait être à plus de 4%. Alors, déjà, le fait qu'il y a moins d'animaux, hein, on a plus été vers les grandes cultures. On a perdu 10% d'animaux sur la planète ces 10 dernières années, un arrêt globalement de l'élevage, une baisse de l'élevage au niveau mondial, parce que faute de retour sur investissement, hein, pas de retour sur investissement, de rentabilité par rapport aux capitaux engagés et au temps passé dans l'élevage. Et donc le taux d'humus qui baisse, c'est dramatique dans les sols, il a raison, parce que ça provoque l'érosion. Et le taux d'humus a beaucoup aussi plongé avec la charrue. Le labour, c'est Claude et Lydia Bourguignon expliquent ça bien mieux que moi. Le labour a été un outil destructeur. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut labourer nulle part, mais il existe maintenant des techniques simplifiées où on touche beaucoup moins au sol et on protège les sols. Et c'est vrai qu'il faut revoir un modèle agricole avec des fermes plus petites, réintégrer un peu d'élevage et puis faire de l'agroforesterie. Tout à fait. Agroforesterie qui avait été d'ailleurs mis en avant par Pierre-Guillaume Mercadal lors de son intervention. Et Il vous a raison. évoquiez du coup le grattage qui va pas remuer le sol profond et permet de dégager ça. Bien sûr, il a totalement raison. Il faut retourner vers ça, hein. D'accord. Donc finalement, une forme, là encore, d'agriculture un peu plus traditionnelle. Un peu plus traditionnel, si on peut dire comme ça, oui, mais avec les méthodes d'aujourd'hui. Faut Tout à fait. revenir avec les méthodes d'aujourd'hui. Parce qu'en fait, quand on a des parcellaires trop grands, ça provoque l'érosion, l'eau n'est pas retenue. En fait, ce qui déclenche les sécheresses aussi, c'est le fait qu'on n'ait plus d'arbres. En fait, faut replanter, faut ramener des arbres, faut ramener de la végétation. C'est ce que vous parliez tout à l'heure avec les haies bretonnes et normandes issues enfin Voilà. leur coupe issue du remembrement. Question de Argents. Qu'est-ce que vous pensez, Philippe, des NGT? Qu'est-ce que vous voulez dire par les NGT? Alors, je vais le laisser préciser sa question. Néanmoins, à mon sens, C'est les nouveaux. alors Qu'est-ce que- en fait, à mon sens, hein, c'est tout ce qui est les plantes obtenues à l'aide des nouvelles techniques, pardon, génomiques. Oui, il veut dire, c'est ce que je pensais. Il veut parler des OGM, Oui, des OGM, mais au sens plus large, parce que c'est vrai que OGM a un sens au sens qui plus est large. devenu aujourd'hui très péjoratif. Oui, c'est devenu très péjoratif. Alors, le problème des OGM, les organismes génétiquement modifiés, ça a été beaucoup décrié, puis après, c'est parti dans des combats idéologiques. Alors, est-ce que tous les OGM sont à rejeter? J'en suis pas sûr.
c'est la science qui doit y répondre, des gens plus compétents que moi qui font des recherches. Il est possible que ça peut servir sur certaines variétés ou certaines plantes. On peut peut-être se servir de la science pour améliorer justement et diminuer les phytosanitaires et diminuer les fongicides et tout ça. Ça peut être un outil. Simplement, si ce que je peux dire là-dessus, ou est-ce qu'on peut répondre pour pas faire d'erreur, c'est que la recherche, il faut qu'elle soit publique. Il faut que ça soit public, il ne faut pas que ça soit privé. Parce que le danger du privé, c'est qu'il y a des gens qui viennent là uniquement pour le profit et qui n'ont pas de limite. Il faut que la recherche elle soit publique et validée par le public, neutre. Et ça introduit la notion la plus large de la souveraineté technologique et scientifique, évoquée, je vous rappelle, hein, dans le programme. Hein, je ne peux que vous renvoyer encore et toujours vers le projet où Juan Branco évoquait justement la nécessité d'avoir un fonds scientifique au Bien service sûr. de la France. Parce que, bah, encore une fois, si un brevet est déposé, il appartient à celui qui l'a produit. C'est d'ailleurs le problème de certains OGM qui avaient été produits notamment par Monsanto et qui Oui, n'avaient pas de possibilité de reproduction, où je la sais graine bien. ne pouvait se produire en fait. Je sais bien. Alors, petite question qui suit. Vous avez parlé tout à l'heure d'un site internet ulcom.fr. Est-ce que vous Oui. pourriez épeler Alors, c'est hulcoq.fr. HULCOQ. Hulcoq comme coq et .fr. Voilà. C'est sur la plateforme Smart Réseau, mais il faut taper ulcoq.fr. Et sinon, pour les communes, pour interpeller le maire, savoir s'il a l'intention de relocaliser pour assurer l'alimentation des populations et faire vivre les paysans au maximum locaux, euh, vous tapez sur Internet dicrimocratie.fr, dicrimocratie.fr, comme ça se prononce, DICRIMOCRATIE.fr. super. Je viens de poser les deux liens tels que dictés dans le chat. Je vous invite à reprendre. Donc, dicrimocratie qui renvoie Ouais, de 10 crimes, hein, ce qu'on évoquait tout à l'heure sur ouais, le crime, ouais. les Ouais. plans d'urgence. Et puis, donc, Ulcoc pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, HULCOQ. Merci beaucoup. Léola, on t'écoute pour ta question. Oui, bonsoir Philippe Grégoire, ravi de faire cette agora avec vous. J'aimerais savoir par rapport aux travaux de Claude et Lydia Bourguignon si c'est dans le bon sens, si ça va dans le bon sens. Et moi j'ai assisté aussi à une retransmission de cinéma de Colline Serrault qui parlait de solutions locales pour un désordre global. Et j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Voilà. Merci beaucoup. Vous avez entendu, Philippe? Non, j'ai pas entendu la question, je les entends pas. Pardon. Ah, vous les entendez pas, j'en suis désolé. Je pensais que vous l'aviez entendu. J'entends pas les questions en fait. Pardon. Donc, Léola évoquait ici les travaux. Pardon, tu peux reprendre Léola, excuse-moi. Oui, les travaux de Claude et Lydia Bourguignon Donc, les travaux sur, de Claude euh, et Lydia Bourguignon, oui, sur l'agroéconomie des sols. sur l'agroéconomie des sols, oui. Voilà. Et le film de Colline Serrault, Solution locale pour désordre global, pardon. Et le film de Colin Serrault, donc solution locale pour un chaos Un global. désordre Désordre global. global. Est-ce que vous avez vu ces deux éléments-là, le film de Colin Serrault et les travaux de Lydia Bourguignon? Non, Colline Zéro, non, mais les travaux de Lydia Bourguignon, oui, je les suis, les Bourguignons, je sais ce qu'ils font comme travail. Il y a longtemps hein, qu'ils se travaillent là-dessus d'ailleurs. Et qu'est-ce que vous pouvez en Ah bah, dire les Bourguignons ont mis le doigt sur le problème agricole il y a très longtemps. Hein. Il y a 20, peut-être plus de 30 ans qu'ils dénoncent le truc. Et bien sûr qu'ils ont fait un travail remarquable. Et c'est eux qui avaient raison. Et aujourd'hui, il existe des modèles, on n'aura pas le temps de tout parler, mais la permaculture. Hein.
la permaculture. Il y a des choses extraordinaires à faire avec la terre. Et ça veut bien dire qu'il faut revoir le modèle. Et ce n'est pas par l'agrandissement des exploitations qu'on va résoudre le problème, on va plutôt l'aggraver. Donc, c'est en revenant sur des exploitations plus petites, avec des modèles permaculture et des modèles résilients, où les animaux, par exemple les hors-sols, moi je prône les semi-plein-air. Alors, progressivement, hein, on ne peut pas changer le modèle du jour au lendemain, mais que les animaux, les poules ou les poulets, ils gambadent dans des prairies, qu'ils puissent rentrer et sortir du semi-plein air. Oui, Ne pas faire que des animaux concentrés, parce que le problème qu'on a, c'est que le consommateur, on va perdre le consommateur. Un jour, le consommateur, il va se retourner contre les paysans. Les paysans sont victimes, enfin, en partie victimes du modèle de l'industrialisation du modèle agricole, mais les consommateurs de demain, ils vont plus nous comprendre. On voit bien, ils ont du mal à nous comprendre. Donc, il ne faut pas qu'on se fâche avec les consommateurs. C'est la plus grosse perte qu'on pourrait avoir. tout à fait. Est-ce qu'on pourrait envisager une mutation de l'habitation du territoire en France, histoire de recréer un tissu économique local un peu partout? Finalement, une exode urbaine. Alors, moi, je pense qu'on aurait intérêt, oui, à revenir sur des villes moins importantes, hein, et décentraliser déjà des usines et des petites PME, hein, en ramener un peu dans les campagnes. Et puis, au niveau de l'agricole, oui, on peut installer des gens à la campagne. Il y a des projets aujourd'hui qui fonctionnent bien. C'est encore timide, mais on en voit de plus en plus. C'est des gens qui s'installent, par exemple, dans une centaine d'hectares, un peu plus de 100 hectares, mais ils s'installent, ils sont 4 dans l'exploitation. Il y en a un et ils s'entraident, hein. Oui. Il y en a un qui fait la culture, l'autre qui fait la production de lait, l'autre la production de viande, l'autre fait des moutons, hein. Ils ont souvent le matériel en commun. Et le financement, ils contournent le réseau bancaire, il arrive à s'installer avec des financements participatifs Oui. avec les consommateurs. J'en ai un pas loin de chez moi qui a fait ça. Et ça, c'est des belles initiatives. C'est une recréation de la communauté agricole, du coup, en fait, Ah hein. bah bien sûr. Alors là, c'est un modèle vertueux parce que c'est local, c'est souvent bio, mais ça peut être conventionnel aussi, c'est souvent bio. Ils commercialisent tout localement, ils ont un petit magasin à la ferme, hein. Et moi, je sais qu'il y en a qui ont eu les larmes aux yeux parce qu'il y a eu une expérience pas loin de chez moi en Maine-et-Loire et des jeunes qui se sont installés comme ça, ils ont lancé un financement participatif. Il avait loué la salle des loisirs de la commune, mais une petite commune, hein, il y a 1000 habitants, hein. Et le soir, ils ont eu les larmes aux yeux parce qu'ils pensaient qu'il y aurait 5-6 personnes, hein, et il n'y avait pas assez de chaises. Il y avait 80 ou 90 personnes dans la salle. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont demandeurs de ça. Donc, il y en a qui ont mis 1000 euros, d'autres 500 euros, d'autres 5000 euros, et ils ont lancé l'exploitation comme ça. Et ça, c'est merveilleux. Et finalement, c'est la réappropriation par l'État du monde rural. C'est ce que vous évoquiez en partie tout à l'heure, mais il faut que l'État réinvestisse sa ruralité. On l'évoque dans le chat ici. On a assisté à la mort des villages. Oui, Je rappelle hein, que paysan, ça vient de pagus. Pagus en latin, c'est le village, la communauté agricole. Euh, c'est cet exode rural est né aussi et a entraîné également la fermeture des petits commerces dans les villages, bien en fait, sûr. de la vie locale. Bien sûr. Alors, il y a deux propositions concrètes. Alors, les propositions que je fais, elles ne sont pas fermes et définitives, hein. On peut ouvrir le débat et en discuter, hein. Il y a plus de 6 000 milliards d'euros d'assurance vie, hein. Donc, l'agriculture, l'alimentation, c'est la santé, hein. Certes, si certains consommateurs veulent investir dans la terre ou dans ces projets-là pour relancer des agriculteurs locaux, si on prenait 5% de l'assurance vie chaque année, ne serait-ce que 30 milliards d'euros, on pourrait les rémunérer le double du livret A, hein, en investissant dans du foncier pour aider les agriculteurs, pour éviter que le foncier parte aux multinationales, hein, ou dans des projets locaux comme ça, pour que les agriculteurs remontent des petits outils de transformation. Et après, ce que je propose aussi,
si on veut désendetter les agriculteurs, ceux qui sont très endettés, qui sont attachés aux outils de transformation coopérative, ils sont attachés en fait. Ils ne peuvent plus partir parce qu'ils ont des dettes. Bon. Pour les désendetter et repartir sur un modèle vertueux avec comme ça du circuit court et des fermes localement abordables en termes de transmission, eh ben, on peut très bien transformer les dettes des paysans, non pas en annulation de la dette, mais en rente perpétuelle, avec un taux qui est fixé par la Banque centrale européenne, ou si on reprend notre monnaie, la Banque nationale, hein, un taux qui est fixé, on annule le capital, c'est repris par la Banque centrale, c'est inscrit à l'actif de la Banque centrale, et en perpétuel, c'est-à-dire finalement, c'est pas une annulation de la dette, on va le rembourser, mais ça veut dire qu'on transmet aux générations, mais ça permet de redonner du souffle, hein, et de ne pas asphyxier les exploitations agricoles qui sont endettées, parce que ceux qui sont endettés, le problème, on est nombreux à être attachés, on ne peut plus changer de système, parce que comme on est endetté par les emprunts, on est obligé d'aller au bout, et le bout des emprunts, c'est 60 ans, voire 70 ans, donc on est attaché. Ouais. Et pour revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, fort justement, aujourd'hui, il y a beaucoup d'agriculteurs qui pourraient prétendre au RSA qui ne le veulent pas. Non. Fierté que vous évoquez, c'est aussi la fierté qui naît du sentiment que c'est de l'injustice d'être producteur et de devoir, selon eux, selon certains tout du moins, vivre de la charité. Alors que si on pouvait fixer un prix plancher, on pourrait faire remonter les revenus. Je rappelle que le prix plancher, il est dans le projet de Juan Branco, Oui, je l'ai vu. projet des ruches. Le prix plancher, c'est une bonne idée. Parce que comme avait dit un jour quelqu'un du Figaro, j'ai entendu un journaliste du Figaro, ça m'avait fait rigoler, qui avait dit c'est le comble, parce que l'agriculteur, il nourrit la population et lui-même, il va finir par crever de faim. Ça serait dommage de voir un agriculteur au Resto du Cœur, effectivement. Une question du chat par Benjamin co-référent de la ruche du 91. Est-ce que l'agriculture pourrait absorber le chômage? Alors, le chômage, peut-être pas, mais moi, des simulations à 600 000 emplois, on les a facilement, hein. Parce que avec un modèle d'exploitation, on va dire plus petit, 600 000 à 1 million, si on met un modèle vraiment vertueux, avec des prix planchers, alors on les appelle comme on veut, hein. Je vois le MODEF, il parle de prix minimum garanti, prix plancher. Moi, je parle des prix à hauteur des coûts de production. En fait, on utilise des éléments de langage, mais ça veut dire la même chose. Je pense entre 600 000 et 1 million d'emplois, oui, on serait dans la fourchette, hein. Et c'est important la question qu'il a posée l'auditeur, parce que ce qu'il ne faut pas qu'il oublie, c'est que c'est des emplois non délocalisables. C'est important, ça. Ouais. Tout à fait. Après, on en revient sur la question de l'attractivité. Aujourd'hui, vous dites à quelqu'un, bonjour mon pote, est-ce que tu veux travailler 70 heures par semaine Ouais. pour gagner 600 balles par mois? Il y a peu de gens que ça intéresse sur le papier sous cette forme-là. Donc, par contre, ça pourrait être effectivement une mesure complémentaire de réinvestissement dans la ruralité, les prix planchers, des initiatives comme ça, vous avez dit sur le SAMU social, et puis tout un tas d'autres mesures sur lesquelles je ne veux pas m'étendre puisque je ne suis pas là pour donner mon avis personnel. Une question dans le chat de Goodold. S'il comprend bien votre discours, comment la tenaille du système se referme sur nos paysans, il entend les faut aller à la MAP, les faut aller aux producteurs, mais les citoyens très moyens, en ville, en HLM, qui n'ont pas forcément de voiture, Je suis d'accord. etc. Aujourd'hui, il y a beaucoup de citadins pauvres qui n'ont pas forcément la possibilité de faire autrement que d'aller à Lidl, Aldi, Casino. D'autant plus dans certaines métropoles où on a banni l'utilisation de la voiture. C'est vrai. Comment on peut faire si on est en ville et sincèrement préoccupé de la question? On aimerait aller chez un producteur, mais il n'y en a pas à tous les coins de rue non plus. Alors là, c'est là qu'on a le plus gros travail à faire, parce qu'au niveau des campagnes, avec les magasins existants, les petites et moyennes surfaces existantes et les producteurs, on peut développer une toile d'araignée assez vite, je dirais, en 2-3 ans, on peut faire déjà beaucoup de travail, ça peut aller vite.
surtout qu'on a l'outil informatique qui est un outil extraordinaire quand même. Les réseaux permettent de nous parler à travers la France. Par contre, dans les grandes métropoles, les grandes villes, effectivement, c'est là, c'est à nous, hein, les agriculteurs, on y réfléchit déjà. Comment on va implanter des magasins de producteurs ou comment on va faire un partenariat avec les magasins que vous avez déjà en ville qui sont existants. Alors bien sûr, c'est pas la grande surface d'Édouard Leclerc parce que lui, je suppose qu'il va pas, ça va pas l'intéresser. Mais les petites et les moyennes surfaces, faut qu'on voit comment on peut travailler avec eux en direct. Parce qu'évidemment, il y a tout à reconstruire, hein. Le problème, c'est qu'il faut tout reconstruire. Je crois qu'aujourd'hui, en termes de marketing, ça pourrait être intéressant pour une grande enseigne de dédier 10, 15, 20% de sa surface, peut-être même via une obligation étatique, à la mise en rayon à coût moindre d'une production locale ou semi-locale. Alors moi, je vais répondre, on n'est pas en place, on n'est pas au gouvernement. Mais si on était au gouvernement, le gouvernement pourrait faire ça. Il ne fera pas, celui qui est au pouvoir, il n'y a pas de Ça va de danger. soi. Mais il pourrait parce que l'agrément, le gouvernement, l'agrément des coopératives, des industriels font un agrément pour commercer. Leclerc, leur font un agrément pour Absolument. commercer. Si le gouvernement voulait, il pourrait imposer aux grandes surfaces 20% de la grande surface en produits locaux. Tout à fait, c'est ce que j'évoquais en mesure, en disant voilà. Mais en fait, on revient à la question des normes et d'une certaine forme de protectionnisme, qui, je le rappelle, n'est pas un gros mot. On peut Non? dire ce qui rentre sur le territoire français doit respecter les mesures françaises. Et puis, si vous voulez vendre vos produits issus d'un commerce de libre-échange, OK, mais vous êtes dans l'obligation d'avoir 20% issus du marché local. C'était le sens de j'invite les gens à aller voir la charte de la Havane qui n'a pas été ratifiée parce que bon, les Américains étaient les gagnants de la guerre, ils en ont pas voulu. Les Anglais non plus d'ailleurs, en ont pas voulu. C'est l'équilibre de la balance des paiements et dans la charte de la Havane, elle est bien détaillée. Alors, il faudrait la retoiletter parce qu'on est en 2026, mais c'est interdiction de la spéculation. Hein. Avec la charte de la Havane, on n'aurait pas eu le droit de vendre Alstom. Hein. Il y a un tas de choses qu'on n'aurait pas eu le droit de faire. Donc c'est bien, oui, c'est le mot protectionniste si on veut. Alors c'est un gros mot aux yeux de certains, mais en quelque sorte c'est ça. Hein. Oui, enfin, si on va par là, quand je mets une porte à la porte sur ma maison, sur mon appartement, c'est une forme de protectionnisme. Oui, Est-ce c'est vrai. que, donc, question de Livestrong, qui a cherché à nous rejoindre tout à l'heure, est-ce que vous pouvez nous parler un peu, Philippe, des politiques qui ont produit des résultats empêchant l'autosuffisance alimentaire des colonies, puis des États africains, pour créer une dépendance structurelle vis-à-vis des excédents occidentaux? Alors les politiques, des politiques, vous voulez dire français et africains? Alors, je pense que c'est occidental au sens large, mais Occidentaux. Alors, les tiens, politiques occidentales alors ça qui j'en ont ai pas. produit des résultats empêchant l'autosuffisance alimentaire Alors justement, des anciennes colonies. ça, j'en ai pas parlé. Mais les politiques occidentales chez nous, les politiques françaises, gauche comme droite, hein, euh, ils ont rien fait pour améliorer la situation des agriculteurs. Ils ont tous validé les traités de libre-échange sans exception. Le PS, la gauche plurielle, le RPR, l'UDF, les Républicains, oui aussi les centristes, Bayrou, tout ça. Tous ceux qui ont été au pouvoir, l'Union européenne, j'en parle pas, pareil, et justement avec nos politiques d'exportation subventionnées, parce qu'on subventionne, comme vous le savez, les denrées agricoles, hein, et avec nos politiques de subvention européenne, parce que les Hollandais sont pareils, des Allemands aussi, eh bien, on a écroulé les productions agricoles vivrières en Afrique, avec de la poudre de lait de l'entreprise, par exemple, Sodial, qui est gérée par la FNSEA, qui est quand même la plus grosse coopérative laitière de France, hein, juste derrière Lactalis en volume, hein, qui exporte de la poudre de lait au Burkina Faso. C'est nous, avec notre politique européenne et française, qu'avons ruiné les paysans en Afrique qui voulaient se développer. Donc on est responsable, on a créé des massacres sur les agricultures africaines qu'on cherchait à se développer.
Merci de cette réponse directe. Avant de passer la parole à Léola, s'il a une question que je relayerai du coup, euh, une question d'Argent qui nous dit, est-ce qu'il y a des, alors il le formule comme ça, il y a des logements vacants en zone rurale, non? Donc là, ça Ah oui. me permet de faire rebondir sur l'initiative de plusieurs pays, et je pense notamment à l'Italie, qui cède aujourd'hui des villages entiers pour un euro symbolique, sous condition d'une installation pérenne, d'une rénovation et d'une remobilisation du territoire. Est-ce que ce serait selon vous une mesure aujourd'hui dans les campagnes françaises? Il y a possibilité d'accueillir des gens à la campagne, hein. Ça, le problème, le problème des logements, on va le résoudre, hein, à la campagne, hein. Il faut ramener justement parce que comme il y a moins de paysans, il y a moins d'enfants de paysans, et les paysans, comme ils l'ont vu, la plupart leurs parents galérer. Il y a beaucoup de fils de paysans ou de filles de paysans qui sont partis travailler à la ville, qui ont fait d'autres métiers parce qu'ils ont été écœurés, mais si on veut sauver l'agriculture, il faudra que les gens, les néo-ruraux, les gens de la ville, reviennent prendre des exploitations à la campagne. Et c'est pas simple parce que ceux qui m'écoutent le savent, euh, les agriculteurs n'acceptent pas forcément toujours bien les gens de l'extérieur, les gens de la ville. Ils préfèrent céder les terres à un voisin qui va s'agrandir, en moyenne, hein, je parle toujours en moyenne, hein, plutôt que d'installer quelqu'un de la ville, un petit nouveau qui va venir tisser sa toile au milieu de la campagne. Il y a encore un rejet des gens qui viennent, les néo-ruraux. Ça va mettre du temps, mais ça va s'estomper avec les nouvelles générations. Oui, parce Mais qu'après, les campagnes ont vu arriver une foule de néo-ruraux, comme on les appelle, qui sont en réalité des maisons secondaires et c'est qui autre viennent chose. changer le mode de vie. C'est des cités dortoirs, ça c'est autre chose. Tout à fait, mais oui, on se rappelle des cas un peu polémiques alors je vais caricaturer et vraiment à Oui, dessein, des Parisiens qui veulent empêcher la cloche du village et le chant du coq c'est ça. chez le C'est voisin. ça. Oui, oui, oui. Disons qu'il y a eu quelques idiots, alors qui peuvent être écologistes ou pas écologistes, hein, mais il y a quelques idiots, comme il y a partout, qui sont venus embêter les gens en campagne parce qu'ils faisaient du bruit avec les tracteurs ou le chant du coq. Alors, c'est vrai que quelques idiots peuvent ternir l'ambiance, mais c'est pas quand même majoritaire. On va écouter la question de Léola et puis je la relayerai puisque donc Philippe, malheureusement, comme on est en stream, vous n'entendez pas les intervenants de la ruche, donc désolé pour ceux qui vont entendre la question deux fois. Ok. Ma question, c'était, je fais partie d'une démocratie, d'une commission sur la démocratie alimentaire dans mon département, initiée par les maisons de quartier. Si tu peux relayer ça, Oui, et Rémus. d'accord, et donc? Et donc, j'aimerais savoir comment s'articuler la résilience alimentaire autour de notre collectif avec les paysans et les agriculteurs du coin. Parfait. Je te demande un petit instant et je relais ça. Il n'y a pas de souci. Alors du coup, Léola nous disait que aujourd'hui, elle fait partie d'une commission sur la démocratie alimentaire relayée par des maisons de quartier. Et du coup, elle voulait savoir comment articuler la résilience alimentaire à cet échelon-là avec les paysans locaux. Est-ce que c'est déjà quelque chose Eh bien oui, donc on peut lui donner les informations en tapant sur le site ulcoc.fr, comme j'ai dit tout à l'heure, et va sur le site de l'Association des maires démocrates de France. Donc il n'y a pas de politique là-dedans, hein, c'est que des citoyens. Donc quelles que soient les appartenances politiques ou religieuses, on prend tout le monde. Le but du jeu, c'est qu'on arrive localement à, à renier à mettre en lien les consommateurs avec les paysans locaux. C'est ça le but du jeu. Et les élus. Donc là, ça bosse beaucoup. Là. Je sais que ça va à vitesse grand V. Hein, puisque la plateforme Smart Réseau, c'est, je sais plus, c'est 15 ou. Non, c'est 60 millions de visiteurs qu'il a par mois ou un truc comme ça. C'est énorme. Donc ça va vite. parfait?
On arrive à la fin de cette agora. Pardon, je regarde, j'ai un grand message dans le chat qui nous pose un projet pilote sur le quartier nourricier solidaire. Donc voilà, je vous invite à aller le regarder puisque effectivement, tout le monde ne peut pas aller à la map. Il y a des gens qui n'ont pas de voiture. Ben Et non. donc, c'est un projet pilote qui propose une solution concrète. Donc, pour ceux qui s'intéressent, je Oui. vous invite à le reprendre. On réannonce pardon, les liens que vous avez cités, Philippe, autour de hulcoq.fr, hulcoq.fr, et la dicrimocratie, pardon. Voilà. Voilà. Philippe, merci beaucoup de nous Merci avoir beaucoup à consacré ce vous. temps. Merci de votre transparence et de votre honnêteté. On a été ravis de vous accueillir ce soir pour conclure cette deuxième agora sur le cycle de l'agriculture. Ouais. Est-ce que vous voudriez ajouter un dernier mot, Alors Philippe? mon mot de la fin, c'est que bien sûr, c'est difficile, la situation des agriculteurs est difficile, mais il faut pas baisser les bras. Je dirais que seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. À nous d'être intelligents, de nous souder, pas rentrer dans les polémiques et essayer de reprendre la main localement avec les élus. Il y a des élus qui veulent pas jouer le jeu. Bon, bah, s'ils veulent pas jouer le jeu, faut passer à la commune d'à côté, hein, faut pas perdre de temps. Mais il y a des gens de bonne volonté dans ce pays. Effectivement, merci de ce message. Merci à tous les gens de bonne volonté qui participent à créer quelque chose sur ce Discord et ailleurs. Je vous le rappelle, si vous n'êtes pas encore sur le Discord et que vous nous écoutez sur YouTube ou sur d'autres réseaux, rejoignez-nous sur le Discord Ruche 00 Juan de Branco. Si vous êtes ici, que vous avez envie de vous investir, il y a beaucoup d'équipes, beaucoup d'alvéoles qui sont en recherche d'abeilles. Allez les voir, contactez-les. Notre alvéole, l'alvéole Agora, on cherche toujours des gens de bonne volonté pour nous aider à travailler dans le respect de tous. D'autres alvéoles, on n'est pas les seuls à travailler, même si on est visible. Je vous rappelle, on n'est pas les seuls. Il y a plein d'alvéoles, il y a plein de dessins qui travaillent. Renseignez-vous, contactez-les. Retrouvez cette Agora et toutes les autres sur la chaîne Alvéole Agora sur YouTube. Et puis suivez-nous sur nos réseaux. J'en profite pour saluer toutes les initiatives intéressantes qui sont parfois pas assez mises en valeur dans les ruches locales. Et j'en profite pour vous annoncer un nouveau format qui arrive très prochainement, La Voix des Alvéoles. Ce sera une autre animation que moi et vous pourrez retrouver tout ça et dont le but sera précisément de mettre en lumière tout ce qui se fait à l'intérieur de notre mouvement. On se retrouve sur la chaîne conférence. On se retrouve un peu partout pour la prochaine Agora. Merci Philippe. Merci à toutes les abeilles. Ça a été un plaisir pour moi. Ben, merci beaucoup et à bientôt, hein. Merci. Très bonne soirée à tous. Merci.